ambiance ce soir. Quelle ambiance. Vraiment merci. Merci. Merci les chéris, merci d'être là. On est en direct, bien entendu. Merci pour tous vos messages, les chéris. Vous avez été très nombreux à souhaiter un très bon anniversaire à Julio Iglesias, parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, c'est l'anniversaire de Julio Iglesias aujourd'hui. C'est vrai? Je vous jure que c'est vrai. Ouais, je sais qu'il nous regarde, Julio. Esta. Anniversaras, tortillas, Julio Iglesias. Merci. Non, c'est l'anniversaire de Julio Iglesias. Ça va dans le public? Je sens. Non. N'essayez pas de m'embrouiller. Là, c'est Hanouna, là. Les gars, on sait pourquoi le public est très agité aujourd'hui. Ouais. Et je le dis aux téléspectateurs. Ils se disent, aujourd'hui, on va peut-être avoir un cadeau. Allez. J'ai rien. Non. J'ai rien. La seule chose que je peux proposer au public. Je peux sélectionner 10 personnes que je peux inviter à dîner cette semaine. C'est très fort. Bien. C'est pas mal. C'est le seul cadeau que je peux vous faire. Ouais, c'est pas mal. Par contre, vous avez un petit billet quand même. Hein. Oh, c'est pas non plus Hanouna qui régale. Je peux faire 2 dîners. J'ai décidé. C'est quoi les critères de Je sélection? ne prononcerai jamais. S'il vous plaît, vous êtes de retour, calmez-vous. Sans rigoler. C'est bon, là. La Marilyn Monroe du Guingamp, là, c'est bon, là. Non, mais c'est bon. Quoi faire pour vous? Non, mais arrêtez, non, mais sans déconner. Ouais, bon, ben, non, mais en plus, le bouc, ça se fait plus depuis 97. Non, mais sans rigoler. Depuis 97, on n'a pas vu un mec avec un bouc, sans déconner. Non, mais franchement. Vous voulez que je retourne chez le barbeur? Vous retournez quelque part, mais je sais pas où. Merci. Les chéris, non, je voulais vous dire, je veux organiser. Sur Twitter, je lance tout de suite le hashtag Dîner Baba. Hashtag Dîner Baba et je sélectionnerai. On va sélectionner 10 personnes sur les réseaux qui vont dîner avec moi. Ils ont un petit dîner. Les gars, attention, hein, le restaurant, c'est... À la bonne franquette. À la bonne franquette. Ça va, hein. C'est Pépouze, c'est Pépouze. Hein. Pépouze la Pérouse, hein, mais je vous le dis. Pas un gastronomique. Plus, je vais sélectionner 10 personnes du public. Également, C'est ça que je me disais. il y aura 2 dîners. Ok. Je vais sélectionner 10 personnes du public. Pour cela, je vais demander à chaque personne du public, je vais passer parmi eux, de me donner ce qu'ils ont sur eux. Voilà. Les chéris, comme c'est de l'improvisation, ça va être très simple. On va donner un numéro à chacun. Vous avez préparé ça pendant la pub, d'accord? De tout à l'heure, d'accord? On va faire un tirage au sort. Ok, très bien. Et 10 personnes viendront dîner avec moi. D'accord? Cette semaine. C'est pour moi, c'est cadeau. Vous n'avez rien. Franchement, vous venez les mains dans les poches. Voilà, vous venez et je vous invite. D'accord, les chéris, ça vous va? Ouais! Merci, ça me fait plaisir. Merci. Merci, les amours. Ce soir, juste après, hein, commissaire Magellan. Un golf est un endroit parfait pour se détendre, mais aussi pour se faire assassiner. Voilà ce que découvre Magellan quand il arrive sur le trou numéro 9 du golfe de la prestigieuse famille Grenier pour constater la mort du futur mari de l'héritière. Ce sera ce soir, sur C8. Qui joue au golf, t'as ici? Jean-Michel Maire. Oui. Ah oui? Mal. Oui, ben on s'en doutait. Merci. Vous avez vu qu'il y a une nouvelle venue. Alors, Daniel Gilbert fait son entrée. Je vous dis la vérité. J'ai écouté vos demandes, les chéris. Vous m'avez souvent écrit. Il manque des influenceurs, des mecs qui sont très présents sur les réseaux, sur TikTok, etc. Voilà. J'ai dit, allez, les gars, on fait rentrer Daniel, c'est parti. Voilà. Vous avez vu comment je vous ai écouté ou pas? Ça a été direct. Ils m'ont dit, ouais, ça manque, tu vois. Hein, ça manque, tu vois. Voilà. Ils m'ont dit, voilà, la tranche 20-30 est peu représentée. Et ben voilà. Daniel est là, ma chérie. Oui, elle est représentée avec moi plusieurs fois. Hein. Oui, non, Daniel, Plusieurs merci d'être là, Daniel. Je suis très content de te voir, ma chérie. Eh ben moi, je suis très contente d'être là. Ma chérie, Merci mais beaucoup. comment t'as travaillé? Mais oui, j'ai fait semblant. Non, mais j'ai fait Mais semblant. t'as écrit la Bible ou quoi? C'est quoi ça? Non, mais j'ai essayé de comprendre quel était le conducteur d'émission, parce que ça change souvent. On va pas avec ça. Bienvenue, Daniel. On va pas avec ça, je l'ai changé à 17h. Je te le dis. J'ai changé à 17h pendant que j'étais à la radio. Daniel, comment ça va, chérie? Ben, ça va très bien. Combien d'années de carrière, toi, t'as eu?
Je sais pas, je compte pas. Non, c'est vrai, t'as raison. Quand on aime, on compte pas. Ouais, Et puis t'as moi, raison. elle est bizarre, ma carrière. Hein. Ouais, mais Carrière télé, elle s'est un peu arrêtée en 81, enfin 1er janvier 82. Pourquoi ça s'est arrêté d'ailleurs? Je me rappelle, je sais plus. Eh bien, il faudrait que tu demandes à un président de la République qui n'est C'est plus là. Mitterrand. François Mitterrand. François Mitterrand. C'est Mitterrand. Tu vois, ma mère, elle m'en parlait ce week-end. Ah, mais ta mère, elle connaît son histoire de France. Voilà. c'est Ma mère, tout. non, elle me parlait pas de toi. Elle parlait de mais ça Mitterrand, ma empêche pas Danielle. qu'elle connaît. Elle me parlait de Mitterrand parce qu'elle m'a dit, ouais, ton père avait fait la fête quand Mitterrand a été élu. Je vais pas parler pendant 6 mois. Tu vois, bah, c'était à cause de toi. Parce qu'elle était énervée parce que t'étais viré. Ah ouais. Oui. Ouais, il parce t'a que- viré, quoi. Un président t'a viré comme ça. Ouais. Parce Et qu'elle a après, joué on de m'a l'accordéon. interdite d'antenne. Alors, tu sais, j'ai beaucoup de choses et Pourquoi je il y a n'ai besoin aucune revanche. Parce Je n'ai qu'elle a rien joué du de tout. l'accordéon avec Valéry Giscard Non, d'Estaing. c'est surtout que mon père était de Chamalières. Et puis, Chamalières, c'était un nom qui plaisait pas. Non. À cause de Giscard, qui était devenu maire quand moi j'étais déjà partie, parce qu'il n'y avait pas la place pour les deux, hein, tu t'en doutes. Hein. Et là, franchement, franchement, là, on est parti loin. Un bon. Ah, les gars, C'est j'adore. pas 1912, hein, je vous le précise quand même. C'est 13. Merci. non, mais merci d'être là, ma Danielle. C'est quoi ta chanson préférée? Ma chanson préférée, j'en ai beaucoup. C'est Mais il y en a une que j'aimais bien, parce que j'aime beaucoup Jeanne Masse, c'est... Rouge et noir. Là, je choisis en rouge et noir. Rouge et noir, j'exprimerai ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de J'ai pas la force. J'ai pas la force. Ah bon, pourtant c'est lundi. J'ai pas la force. J'ai pas la force de la chanter en rouge et noir. J'ai pas la- Et j'adore Jeanne Et Masse. Daniel peut nous la chanter. Non, Non, parce que je vous aime. vous emmerdez pas. Quand vous produirez l'émission, vous ferez des happenings. Merci. Pour l'instant, écoutez-moi. Les gars, alors, je le dis aux téléspectateurs, hein, regardez, pas une fiche, rien. Voilà avec quoi je fais l'émission. Vous êtes Voilà abandonné. avec quoi je fais l'émission. Voilà avec quoi je fais l'émission. C'est beau, ça? C'est normal, ça? Bah, bravo. Merci, les gars. Non, mais comment? J'ai pas une fiche, j'ai rien. Mais vous n'avez pas besoin. Ah, viens là. T'en as Viens pas là. besoin, t'es trop fort. Attends, non, mais non, sans rigoler. Non, mais voilà, non, 2 minutes, viens là. Viens là, 2 minutes. Un peu de sérieux quand même. Merci. Non, c'est pas la peine de l'applaudir, c'est bon. C'est bon. Comment ça va? Ça va, bon anniversaire. Ah, mais attendez. Ah, non. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit tout à l'heure, je suis arrivé dans quoi? J'ai dit le premier qui me souhaite bon anniversaire, je le vire. Oh non, pas Toi, Christian, J'ai pas eu cette info. C'est bon. t'as pas eu cette info? Non. Eh ben, tu l'auras demain par lettre recommandée. Hein? Comment ça va, mon chéri? Ça va très bien. T'as fait quoi ce week-end? Ce week-end, je me suis reposé à Paris. Ah ouais? T'es pas parti un peu encore? Non, je ne suis en pas parti. vadrouille? Non. Oh, j'adore bien. Dis-moi, il y a des gens qui bossent sur l'émission? Non, ils sont en train là. On est en train de les imprimer. Donc Ça arrive. l'émission n'est pas terminée, elle est en Non. working progress. Exactement. D'accord, très Il y a bien. pas mal de changements. Merci à toi. Voilà, Eh, merci. ça pousse là, hein? Pas mal, hein? Ouais, ça y est, hein, ça commence à... Ça poussote, hein, comme on dit, hein? Ça poussote. Bon, les chéris, merci d'être là. Bernard Montiel, ça va bien? Ça va très bien. Il y avait des grands du rire ce week-end. Oui. Ouais, merci. Et puis il y avait face à Nona aussi, remarquable. Merci, quel beau... ouais, comme il est gentil. Non, mais sans rigoler. Vous allez à un cocktail après? Pourquoi? Je sais pas, vous avez une tenue, aller à un cocktail. Ah, encore avec ça Non. Ça, à chaque fois que vous me faites remarquer, c'est quand je sors du tournage de Animaux TV, que j'ai tourné toute la Vous journée. vous habillez comme ça pour aller sur Animaux TV? Oui, parce qu'on me voit en Franchement. entier dans Animaux Ouais, mais TV. vous emmerdez pas, hein. Mais non, je peux pas mettre de basket. Oui, mais je c'est pas non plus regarder de ouf. Ça va, hein, c'est pas non plus. C'est le respect je pense du pas qu'il y a public. des chiens qui vont écrire avec leurs petites papates. Bernard Montiel était mal habillé. Non, mais, je vous le dis. mais vous me Non, mais connaissez. franchement, non, mais attends, c'est vrai. Mais vous me connaissez, même s'il y a que 50 téléspectateurs. Oui, là, la semaine dernière, elle avait 32. Hein. Une bonne classe de 4e. Non, mais franchement. J'adore cette Ah ouais. émission. Oui. Ouais, c'est c'est tourné vrai. aujourd'hui, oui. Ah ouais. Avec qui comme invité? Merci. F. Gilles, C'est avec qui? Eve Gilles. Ah oui, Gilles. la C'est Miss qui? France. Miss France. Miss France, parce qu'on la passe en décembre, et Didier Quoi, vous avez Barbelivien déjà tourné l'émission et de Francis décembre Perrin pour la pièce de théâtre Duplex. Ah ouais, mais ils viennent quoi? Ils viennent avec leur chien? Oui. Oui. Vous avez jamais invité Kelly? Didier. Ah oui, c'est vrai, non. tu dois inviter Bah, c'est vrai. avec Ah, ben oui, Rosie. avec Rosie, oui. Ah oui? Et moi aussi. Alors déjà, Pascal Delatour veut venir aussi. C'est vrai? Oui. Pascal Delatour, elle veut venir aussi? Oui, on en a parlé là en sortant. Ah ouais? Kelly, ça passe avant quand même. Parce que tout le monde... Kelly... Mais c'est quoi le concept de l'émission? C'est-à-dire, vous faites une interview d'un chien? Oui. Et je demande comment est son maître. Non, Non, mais ça- l'interview, elle est simple, c'est... le premier contact avec ton animal quand tu es enfant, est-ce que tu as vécu à la ferme ou à Paris, ou même si tu es à Paris, et puis après tu racontes le rapport que tu as avec l'animal. Moi qui suis gaga des chiens, par exemple des labradors,
Ben, j'en parle, c'est émouvant. Il se passe des Et choses. même et quand vous en parlez, c'est chiant. Alors imaginez l'émission. Sans rigoler, j'ai déjà décroché. Alors imaginez l'émission, sans déconner. Oh là là, la Non, je tristesse. vous assure, je vous conseille de la regarder. Elle est- Ouais, elle est- merci, elle est ouais, très merci. bien. Valérie Benaïm, on l'applaudit. Non, merci pas. Non, on va pas applaudir tout le monde. Hein. C'est bon, Benaïm, c'est bon, on l'a vu, on l'a reconnu. Merci Benaïm. Non, Benaïm, merci, ma chérie. Elle avait fait l'émission d'ailleurs. Oui, elle a fait l'émission, mais ça ne l'a pas du tout marqué, elle s'en fout total. Merci, elle s'en fout total. Jean-Michel Maire, merci. Oui. Je devais rien. partir en week-end, si ça vous intéresse, à un endroit où j'ai appris au dernier moment qu'il n'y aurait pas la télévision. Du coup, ça m'empêchait de regarder Face à Nouna. J'ai annulé le week-end. Bravo, professionnel, bravo. Professionnel jusqu'au bout des ongles. Bravo. Kelly Vedovelli, ça va bien? Ouais, on m'a vu, on m'a reconnu pareil. Ah ouais? Parce qu'elle elle est complètement folle, elle aussi. Hein. Non, mais elle a pris un melon, celle-ci. Verdelle. Oui, j'ai une petite histoire d'animaux à vous raconter si vous voulez. Décidément. Ça s'est passé hier. Si vous voulez, hein. Je suis à disposition. Vous avez plus de cheveux qu'avant. Plus de cheveux qu'avant. Vous avez collé des faux cheveux, c'est pas possible. Pas à ma connaissance, mais... Vous avez fait quoi ce week-end? Ah bah justement, alors, le week-end commençait bien. Samedi, salon du mariage, non pas pour moi, mais parce que la fille de Fatou est modèle au salon du mariage. Voilà. La fille de Fatou. La fille de Fatou est modèle au salon du mariage, donc je suis allé la voir pour... comme Elle avait vraiment envie de te voir, la fille de Fatou? Oui, elle était contente et Elle tout t'aime ça. bien? Ah oui, on s'apprécie beaucoup, oui. On s'apprécie. Et c'est dimanche que tout a dégénéré. Je vais au cinéma dimanche fin d'après-midi. Alors je vais pas Vous avez dire été où. voir quoi? Ni chaîne ni maître. Un film sur l'esclavage. Ah oui, etc. oui, Voilà, oui, oui. voilà. Ah oui. Séance de 18h50, salle 1 d'un immense complexe parisien. Il y avait du monde, j'arrive au dernier moment, je m'excentre sur la gauche près du mur. Qu'est-ce qui se passe? Invasion de souris. Non. Dans le cinéma. Eh ben voilà. Invasion de Qu'est-ce que souris. j'ai dit? Mais je vous assure, des souris qui courent comme ça. Non. Donc je fais rien parce C'est que je ouf. me dis... Pardon? C'est dans Paris. Dans un gigantesque complexe dans Paris. Voilà. Paris. Voilà. Et donc, je dis, je fais rien, je prends pas de photos, tout ça, parce que sinon les gens vont paniquer, tout ça. Donc je dis rien. À la fin, je demande à... Non, mais si je fais des photos, des flashs dans le, pendant le film. les souris. Ah, c'était pendant le film? Pendant le Je film. crois que les souris, elles allaient porter plainte. Mais non, mais les gens à Quoi, côté. pendant le film? Oui. J'avais rien compris alors. Je croyais que t'étais Ah, derrière. excusez-moi, pendant le film, au milieu du film, la salle. Non. j'entends du bruit sur la gauche. Je dis tiens, quelqu'un marche. Non, c'était des souris cavalcades le long du Ouais, mur. bah, c'est des souris avec des mocassins? Tranquille, avec des mocassins italiens, les souris. Non, mais sans rigoler. Mais je vous Qu'est-ce que je assure. t'ai dit au cinéma? Qu'est-ce que je t'ai dit? Mais oui. Voilà, je te l'ai dit. Un Et donc repère. à la fin, je vais voir, je refais la file d'attente, je dis, est-ce qu'il y aura un responsable? Ouais. Et le monsieur me dit, je suis responsable, qu'est-ce qui se passe? Je dis, vous avez des souris salle 1. Il me dit, mais je sais, on en a plein, on peut rien faire. Je dis, mais c'est pas possible, vous pouvez pas dire ça. Le pauvre. Et il me dit, le dératisateur passe tous les jours. Ouais. Et comme Alors, c'est il... le dératiseur. Dératiseur. Oui, le Dératiseur. dératisateur. Si c'est un dératisateur qui passe, il y aura toujours des souris. Hein. Je vous le dis. Ah, c'est sûr. Si vous allez là. Ah, c'est sûr. Non, c'est le dératiseur. Alors, je vous le dis, non, mais dératisateur, ça n'existe pas. Hein. D'accord, très bien. Et donc, il me dit, on peut rien faire, comme on peut pas mettre de piège, que c'est interdit. Du coup, on est impuissant. Non. Je dis, mais vous pouvez pas laisser l'invasion. Et ils font payer les souris quand même pour regarder le film. Franchement, Cyril, c'est pas digne. Ils t'ont Et pourquoi, remboursé? moi, j'ai peut-être une Non, idée j'ai pour rien eux. demandé. Pourquoi ils rediffusent pas Ratatouille? Ah oui, c'est vrai. Ah, franchement, c'est vrai. Ah, Merci Attends. Anne Hidalgo. Quoi? Merci Anne Hidalgo, ta Non, mais copine. ça n'a rien à voir là. C'est C'est les quand même. surmulots. C'est pas les surmulots. Et pourquoi ils n'ont pas le droit de mettre des pièges? Eh ben, il me dit, on n'a pas le droit de mettre de pourquoi pièges, vu Pourquoi les normes environnementales, Ah ouais. on n'a pas le droit de mettre Non. de pièges à Mais souris. parce qu'il y a encore des travaux dans l'immeuble à côté qui Ah, est en voilà. rénovation. Et là, C'est ça lui fait le maire. sortir toujours les rats et les Mais souris. vous savez même pas où c'est, comment vous parlez de meubles à rénover? C'est vrai, tu sais même pas où c'est. On a compris où était votre salle. Hein. Ah non, moi, j'ai pas compris. Pas sûr. Un complexe dans Paris, il y en a beaucoup. hein. Mais je dis Non, pas non, complexe, celui-là, parce que ça va leur Dites pas, porter parce que le préjudice. pauvre, ce 15e. monsieur, il a l'air sympa. Non, non, je dis rien, je Il dis avait l'air rien. gentil, le monsieur. Mais très gentil, Il c'est a pour pris ça. le temps de vous parler. Mais oui, oui, oui. Même Ah moi, oui, ici, j'étais ça me fait étonné. chier. Imaginez-lui, non mais franchement, mais c'est vrai, même voilà. moi ici, je suis limite, tu vois. Je me dis, hop, ouais, franchement, ouais. Bon, Daniel, on l'a vu. Raymond Abou, ça va? Ah, super, impeccable. Ça va? Ouais, super, au top. J'ai joué au foot ce week-end. Ah bah oui, c'est vrai, il avait son. Ouais, ah oui, c'est vrai. Alors, c'était bien ou pas? C'était incroyable. Combien de temps vous avez joué, Raymond? Alors, je me suis beaucoup entraîné pendant 3 semaines. J'ai fait un entraînement de guerrier. Je vous dis que je fais passer 3 heures à la salle. Et j'ai dit à Bachir, notre ami Bachir, je lui ai dit, me fais pas débuter, laisse du temps de jeu aux autres. Et Frédéric Piquion, Jérémy Ménez, Steve Savidan, Guillaume Moirot. Laisse-les jouer un peu, tu vois. Moi, je rentre après. Je suis rentré, j'ai tenu 3 minutes 36, je suis ressorti.
Je me suis fait masser avant le match. J'ai vu l'ostéo avant le match qui m'a fait qu'un stylo électrique. Je lui ai dit j'ai une petite douleur au talon. Il m'a dit t'inquiète pas, j'ai un stylo électrique. Il m'a passé des électrodes. Je suis rentré 3 minutes 36, douleur au talon. J'ai vu Bachir, je le sens. T'as touché le Les ballon gens, ils étaient morts de rire. J'ai fait des signes d'autographes, j'ai fait des selfies pendant tout le match. Je vous jure que c'est C'est vrai. incroyable. Pour l'association Sainte-Philippot, les enfants malades. C'est bien. C'est là, il y a Mokhtar aussi. Ah ouais. Merci, c'est vrai que... Excusez-moi, vous croyez que vous êtes co-animateur dans l'émission? Non, mais faut pas oublier mon copain non, Mokhtar. mais vous faites la loi sur Animaux TV, ici vous êtes un surmulot. D'accord. Surmulot. Ici vous êtes un surmulot. surmulot. Je dis, ouais, on s'en fout, il peut pas te blairer. Si. Ah, il peut pas te blairer. Alors, Mokhtar peut pas te blairer. Je peux te dire, il m'a encore dit hier. Mokhtar, tu peux pas le blairer? Montiel. Montiel? Qu'est-ce qu'il il a dit que t'étais Il le dit meilleur? ça me fait plaisir. Mais non, à mon avis, il a dû t'inviter quelque part, ce con. C'est sûr. Ah si, je connais. J'ai pas T'as besoin invité qu'on quelque part, m'invite. jure qu'il t'a pas invité quelque part. Ah, c'est ça, ouais. Merci, excuse-nous de t'avoir dérangé. Mokhtar, on dirait le concierge, il est là-bas, tranquille, merci. Mais la tête dépassée. Oui, vous, bonsoir. Oui, bonne anniv, ma couille. Quelle horreur. Je peux plus le blairer. Ah, il nous a pas manqué la semaine dernière, je peux plus le blairer. Je ne peux plus le blairer. Moi, Bon, sinon, j'ai passé un bon week-end. ah oui, c'est vrai. Ah, il revient plus jamais. Retourne dans ta chambre, là, dans ton lit superposé. Là. Allez, les chéris, dans un instant, moi j'ai un énorme coup de gueule et j'ai un coup de cœur. J'ai les deux. J'ai un coup de gueule énorme et j'ai un coup de cœur énorme. D'accord? Ça vous va? Oui, Oui. En d'autres termes, vous n'allez rien foutre. Merci. Ça va, vous êtes content d'être là quand même? Oui. Alors, vous avez vu les nouvelles normes avec le nouveau gouvernement? C'est-à-dire Quoi? Lesquels? Quelle norme? Vous n'êtes plus payé le lundi. Non, ça y est, le gouvernement est tombé, on l'attendait. Franchement, vous avez vu que j'avais tout bon. Ouais. Tout bon dans Vous le avez gouvernement. tout le gouvernement. Tout bon. Vous l'avez vu ou pas? Oui. On l'a vu. Personne ne dit rien? Bravo. On l'a vu, hein. Non, vous en avez rien à faire. Bravo, J'avais tout le monde- Je vous donne le gouvernement 6 mois à l'avance, vous en avez rien à foutre. Bravo. Merci, bravo, elle est belle votre France, c'est pas la mienne. À tout de suite sur C8. Merci d'être avec nous, il est 19h13, on est en direct, c'est la PB2. Merci d'être là les chéris, allez on va démarrer cette émission par les coups de cœur et les coups de... Coup de cœur, coup de gueule, coup de cœur, coup de gueule. Moi j'ai un coup de gueule. Déjà parce qu'on parlait du gouvernement. Le gouvernement, et j'ai un problème avec ça. Le gouvernement, très bien, le gouvernement, j'avais donné tous les ministres, etc. Je l'ai dit il y a 6 mois. Hein. J'avais même pas encore on n'était même pas encore dissous. Hein. On n'était même pas encore dissous que je donnais le nom du prochain gouvernement. Eh oui, ouais, je vous le dis. Bah là, il y a un problème. Il n'y a pas de ministère ou de secrétaire d'État ou de secrétariat d'État chargé du handicap. Et ça en fait, ça me gêne. Ça me gêne. Alors, on dit que c'est rattaché, Valérie Benaïm, à... Au ministère en charge des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les hommes et les femmes, Paul Oui. Christophe. Paul Christophe, exactement, Exactement. Paul Christophe. Voilà. Voilà, et il a d'ailleurs fait un tweet pour Oui, mais dire je je sais. m'en occuperai. Ouais, mais il faut le rajouter. Il faut le rajouter parce que c'est extrêmement essentiel. Vous avez important. raison. C'est extrêmement Évidemment. important. Donc on va se battre ici tous les jours pour qu'il y ait un ministère ou un secrétariat d'État au handicap. Hein, on va se battre tous les jours ici, je vous le dis. Et on va se battre également à la radio parce que c'est extrêmement important. Et il n'y a pas de mal à dire on a fait une erreur, voilà, on croyait que. Contraire, Il n'y a pas de mal. Quand l'erreur est réparée, il n'y a pas de mal. Pour moi, je suis désolé. Voilà. Mais là, pour moi, c'est une erreur. Et je pense qu'il faut que ce soit un ministère à part entière. Bien sûr. Ça l'a toujours été. C'était voilà, un des combats importants du président et de Brigitte Macron d'ailleurs aussi. Hein. Voilà. Et aujourd'hui, voilà, je pense qu'il faut que ça soit créé assez vite. Il n'y a pas de mal, comme je le redis, il n'y a pas de mal à faire des erreurs. Voilà, mais aujourd'hui, il faut que ce soit réparé, Jean-Michel. Bah oui, en plus, Michel Barnier, le Premier ministre, a déclaré que les maladies mentales seraient une des causes nationales en 2025 de la France. Et il n'y a même pas de ministère délégué aux handicaps et tout. Donc je trouve ça complètement antinomique. Je trouve ça navrant. Alors, Et puis avec les Jeux paralympiques, franchement, Alors, c'est qui nous ont paralympique, montré et qui ont mis en valeur et en exergue toutes les personnes qui ont des handicaps et ne pas faire un ministère, c'est bizarre. Non, franchement, je suis sûr qu'ils vont réparer leur Ce serait erreur. bien dans la Je suis persuadé, prolongation. s'ils nous regardent, voilà, il y a bien quelqu'un qui va leur dire, il faut vraiment le faire assez vite. Moi, je pense qu'il y a 39 ministères. Ouais. Les secrétaires d'État, ils peuvent en mettre 40. Ça va, voilà. Ils ont rajouté des complètement inutiles. Il y a un ministre de la coordination gouvernementale, un ministre de l'intelligence artificielle. Alors ça, c'est hyper important. Là, de tu, l'avenir, là, tu bah dis oui. n'importe quoi. Mais Tu vois, pourquoi non, mais aujourd'hui, c'est pas ton jour. C'est Non, pour mais la- je t'adore, mais c'est pas ton jour. Non, mais je te le dis, c'est pas ton jour. Mais non, mais Excusez-moi. Guillaume, t'as Non. pas compris, c'est pour la pour contrôler. Non, mais C'est pour d'accord, contrôler mais c'est- l'intelligence parce qu'elle est dangereuse. Exactement.
Justement. pour la Non, mais créer, Guillaume Janton, demain. le ministère de l'intelligence artificielle, c'est un des ministères les plus importants pour moi. C'est l'avenir. Je te le dis, et c'est l'avenir. Mais Mais c'est arrête un une peu. stratégie. Et la pas de bêtises. coordination gouvernementale. Mais alors, quoi pour que c'est les corps, c'est justement, tu sais à quoi ça sert la coordination Bah non, gouvernementale c'est Je vais te le dire. c'est le À quoi bordel. Pas du À tout. quoi Quand t'as un problème avec, quand t'as un policier qui va se faire chier à arrêter des gars et que derrière la justice C'est et balle ça, le là. ressort, il faut qu'il y ait une un lien coordination entre entre le ministère de l'Intérieur la et la Justice et le ministère de l'Intérieur. Exact. Donc forcément, c'est ce qu'on dit toute la journée. Donc ces deux ministères, ils sont pas du tout inutiles. Là, tu Mais dis on n'importe demande pas quoi. d'en enlever, C'est juste hein, qu'il il faut manque, juste qu'on c'est en juste qu'il manque le rajoute un. ministère du Il handicap. manque le Mais je ministère te le du dis, handicap. le ministère de l'intelligence artificielle, je vous le dis, on est complètement à la ramasse. Ouais, mais il doit pas être hyper devant important. le handicap. Non, oui, non, on n'a jamais dit. Bah, qu'il il fallait est être devant dedans. puisqu'il n'y a pas de c'est ça, ministère bah oui, du Non, mais handicap et il y a de non, mais ça l'intelligence. n'a rien à voir. là, ce Il que doit tu pas dis, être toi aussi. devant. Non, ça n'a ça n'a pas rien à voir. Ah non. Non, mais écoute, je te le dis, ça n'a rien à non, voir. moi, je te dis, ça n'a pas C'est rien à un voir. oubli. C'est pas l'un ou l'autre. Bah, c'est les tout. deux. Bah voilà. Mais l'intelligence artificielle, tu dois pas l'oublier avant le Tu ne handicap. fais répéter que ce qu'on dit. Ça n'a pas rien à voir. Si tu ne fais répéter que ce qu'on dit. Merci. Enfin, jouer au foot, 3 minutes, c'est beaucoup mieux. Merci. Bernard Montiel. Non, c'est indispensable, effectivement. Et ça m'étonne, Guillaume, toi qui es dans les trucs nouveaux, ça devrait, pour être toi, une Ah oui, évidence. Guillaume, pas Non, mais toi. je Pas dis pas, toi. non, mais je dis pas que c'est Il a toi, raison, c'est un sujet il a important. raison, les Je mecs. dis que c'est Pas la peine beaucoup de plus parler, il a raison, important c'est de tout. se préoccuper du handicap que de l'intelligence Non, mais les mecs, artificielle. c'est Il a raison, Ça n'a rien à voir, c'est pas Je sur veux le bien même lui dire qu'il dit n'importe Les quoi. gars, on Il a annonce des raison, nouveaux stop. ministères, on en enlève d'autres qui sont essentiels. mais on peut Je se dis, préoccuper je suis des pas deux. d'accord. Les mecs, vous avez Non, pas il faut compris. simplement C'est un rajouter tout. le handicap. Exactement. Et C'est pour le rajouter. coordonner les ministres, pardon, il y a le Premier ministre aussi qui est là pour ça. Pas du tout, il n'a pas que ça à faire, le Premier ministre, que de coordonner. Ah les non, ministres. c'est pas le Ah rôle non. du Premier ministre. Bah, tu vois, Guillaume, pour l'instant, tu étais meilleur en coiffure qu'en gouvernement. Excuse-moi de te dire ça. J'irais bien faire une couleur avec toi. Par contre, composer un gouvernement, ça, tu sûr, m'appelle pas. D'ailleurs, t'as un coup de cœur. T'as un coup de cœur. J'ai un coup de cœur, c'est un petit garçon qui Ah ouais, s'appelle incroyable. Laurent Schwartz. Il est allemand, il a 3 ans. Et je pense qu'il est déjà plus riche que nous tous réunis. Ah bah oui. Il fait des peintures, en fait, il peint des dinosaures, confirme. des trucs d'enfants. Il y a déjà des gens qui veulent acheter ses toiles 295 000 €. Eh, il a déjà Regardez vendu ce qu'il plus fait. de 20 œuvres. Il a Donc, vendu pour vous plus de dire, 20 œuvres. Il y a 20 000 personnes sur liste d'attente pour acheter ses tableaux. Et il y a des gens qui disent que ses parents Sachez veulent... que moi, j'ai déposé une candidature pour l'adopter, cet enfant. Non, mais c'est vrai, j'ai déposé en Allemagne, c'était la semaine dernière. Je me suis rendu en Allemagne ce week-end, j'ai fait la demande. Écoutez, voilà, voilà, c'est comme il veut. Il a 3 ans, vous vous rendez compte 3 ans, regardez. Et il y a déjà une polémique, les gens disent que les parents veulent garder l'argent pour eux, mais pas du tout. Il a un compte bloqué, il récupérera tout l'argent quand il sera majeur. Donc, Incroyable. Les gens sont C'est sur déjà liste un grand d'attente pour acheter Ouais, les gens sont œuvres. sur... Mais il y a du talent, hein. Oui, enfin, du talent. Du talent. Il y a du talent, je suis désolé, il y a du talent. Ouais, ouais. Ouais, je pense que c'est quand même un phénomène de mode pour oui. les riches qui savent pas quoi faire, parce qu'aller mettre 200 000 € dans un tableau fait par un gosse de 3 ans, il faut quand même. Alors, moi- C'est un phénomène de mode et il faut avoir de l'argent acheté par les fenêtres. Vous savez que là, j'ai mis mon fils à la poterie. J'espère qu'on va pouvoir vendre. J'espère qu'on va pouvoir vendre 2-3 vases, 2-3 ramequins, voilà, comme ça. Même, non, mais c'est vrai, voilà. Même au marché le dimanche, voilà, ça serait sympa, voilà, c'est tout. Je demande pas grand-chose, voilà. Je sais que mes enfants sont en train de faire de la poterie actuellement à 19h19. On est en direct sur C8, vous le savez. Mais c'est vrai que franchement, ça me ferait plaisir. Non, mais c'est incroyable. C'est un talent. Je suis désolé. Non. Un talent Bah, moi, j'adore ces toiles. Moi, je trouve ça formidable. Regardez. Mon gamin faisait la même chose, j'ai tout jeté malheureusement. Ben oui. Vous prenez n'importe quel gamin, vous lui donnez 10 pots de peinture en disant lâche-toi, fais. Alors moi j'ai fait la même chose avec mes enfants. Ouais. Moi ils m'ont refait toute la moquette. Donc Non mais c'est mais le Guillaume marché qui de disait l'art est genre il dessine des dinosaures, des éléphants. Montrez-moi un éléphant, un dinosaure là-dessus. Je suis désolé. l'abstrait aussi, il y a de C'est du l'abstrait. jette Non, mais de c'est la de peinture l'abstrait. sur un truc. C'est abstrait. Ah bah c'est très abstrait. là vous voyez là c'est la Tour Eiffel. Ouais. Ouais. Après voilà. Est-ce que vous aviez un talent vous étant petit parce que peut-être qu'il s'est estompé avec le temps, c'est ce que je vous ai dit. En fait, vous avez un talent incroyable quand vous étiez petit, puis après, voilà, il est parti petit à petit. Géraldine, vous deviez avoir un talent, c'est sûr. Aucun talent, moi. Même pas un Ni talent petit, d'écriture. ni grand, ni rien. Non, c'est vrai. Daniel, tu avais un talent quand tu étais petite? Non. Tu t'en souviens pas? C'est trop loin, c'est Non, trop mais loin. Gilles Verdel. Non, moi, j'avais pas de talent, mais j'avais un problème. Ah bah ça on s'en doutait. Bah écoutez, Un seul. il a fait que les cumuler avec les gens. C'est tout. Oui, c'était quoi? Gestion de la colère. Ah ouais. Ah oui. Bah, vous l'avez toujours. Hein. Ah ben je me mettais en colère et je faisais haut tête, et je me projetais la tête contre les murs comme ça. Ça explique des choses. Non, exactement, voilà, on a compris maintenant pour le problème de Gilles Verdel. Bernard Montiel, vous c'était toujours, vous saviez glander. Toujours la glande. La glande. J'ai appris très jeune à rien faire. C'est vrai bah, Oui, c'est un art, vous savez, vrai, bah, moi, je vous le à confirme. cultiver. Je vous le confirme, mais C'est un art à cultiver qui me réussit pas trop mal, Bah, je dois le écoutez, dire. bah, non, mais bravo. Hein. Voyez, non, mais c'est vrai, 65 ans de carrière à rien faire, franchement. Bravo. Et Daniel, quand même, c'est un maître, lui, dans le genre. Ah oui. Hop.
Ah, c'est franchement, Benaïm, vous avez un talent? Je faisais du piano, moi, quand j'étais petite. Mais Debout? non, oui, non. C'est peut-être un détail pour vous, mais moi... Ah ouais, mais non, mais c'était ça votre talent? Ouais, Et bah lui oui. aussi venait du piano. Hein. Ouais, voilà. C'était pas mon talent, moi c'était plus la danse, mais j'en ai fait. Ah, vous aviez des talents. Pourquoi vous avez jamais fait une danse ici? J'en ai fait plein, il y a super longtemps. Non, mais là, ça fait Mais bien c'est longtemps fini, qu'elle n'a pas c'est dansé. fini longtemps. Ah non, c'est Si, fini. si, si. On n'a pas, Aussi, on n'a pas tiens, envie de ça. comme vous, en sport, dès que je faisais un sport, j'étais brillant. Malheureusement, je plafonnais et je changeais de sport. Du coup, oui. j'ai jamais réussi à persévérer et être très très bon. Mais voilà, je me lassais très vite. C'est comme dans les émissions de télé. Un peu. Ah, non, vous êtes le Et les plus meufs. ancien ici. Ouais. Ah bah, je vous ai envoyé une photo ce week-end parce que j'ai retrouvé une photo, 12 ans, jour pour jour. Mais si, je vous l'ai Je envoyé. l'ai pas eu. Ah d'accord, ok. Très bien. Voilà, c'était une photo il y a 12 ans, jour pour jour, donc ça m'a fait un petit pincement au cœur, c'était marrant. C'est vrai? Ah, ça faisait 12 ans jour pour Ah jour. oui, on n'avait vous pas avez- la même tête, hein, c'était C'est vrai? différent. Bah, vous non Agréable de plus. dire ça. Vous non plus, il n'avait pas encore acheté chez ses cheveux. Non, c'est vrai. Et ça vous va beaucoup Mais mieux. il est Vous êtes- mieux maintenant, Vous êtes de ouais. plus en plus beau. Ah oui, parce que oui. quand vous aviez démarré, franchement, C'était vous horrible. aviez une tête de tueur en série. Ouais, franchement, c'est vrai. Ah, je vous jure. Avec les valises. Ah, c'est un Ah, non, faux mec. Et l'escroquerie, c'est que c'était en dessous, c'était écrit l'intello du poste. Ouais, c'est vrai. C'était lui l'intello du poste, on va dire. Quelle arnaque. Quand on a démarré. Ah oui, 3 ans après. Eh oui, une belle arnaque. Heureusement, il y a eu une motion de censure. Chérie, on a un petit coup de cœur de Jean-Michel Maire, justement, d'ailleurs. Oui, un coup de gueule. Alors, pour moi, C'est un coup de gueule contre Thomas Guénolé, qui est un politologue, voilà, et qui a posté qui a été invité ce week-end sur France Inter parce qu'il sort un bouquin. C'est sur France Info. France Info, sur France Info. Enfin, sur Excusez-moi, France Culture. vous savez où on est? Oui, non. C'est l'intello sûr. du poste. Excusez-moi, vous bossiez autant il y a 12 ans ou là, c'est... Non, mais c'est pour savoir, C'est parce que l'émotion, là... c'est la colère qui me fait que je bafouille. Ah oui, Et voilà, sur France excusez-moi, Info. mais arrêtez, c'est Hanouna, là, arrêtez Ouais. pas à moi, non mais franchement. Voilà, et il prône l'extermination, enfin la suppression. Bon, Gilles, non, laissez-moi terminer, c'est important. Non, suppression. La Qu'est-ce que suppression vous du dites Front National, du Rassemblement National, de la suppression du Rassemblement Non National. mais écoutez-moi bien, si les gens, voilà, on est en direct, il est 19h23. S'il y a un téléspectateur qui a compris le coup de cœur ou le coup de gueule de Jean-Michel Maire, il m'écrit et je l'invite à dîner pendant l'ensemble de l'année en cours. Hein, franchement, on ne comprend rien. Il n'y a pas un moment, ça pourrait être un exercice pour les enfants qui nous regardent. Vous savez, comme le Becherel, on pourrait faire des phrases de Jean-Michel Maire et les enfants doivent les remettre dans l'ordre. Hein, voilà, c'est vrai, entre parenthèses, on mettrait, voilà, conjuguer ce que vient de dire Jean-Michel Je Maire. fais valoir mon droit à une deuxième chance. Non, Alors, vas-y. Gilles, s'il te plaît. Donc c'est un politologue ex-LFI, monsieur Guénolé, qui dit que le code de sécurité intérieure permettrait et devrait autoriser la dissolution du Rassemblement national. Voilà. Il dit que les mots prononcés... Voilà. Il dit que certains mots prononcés, certains corpus idéologiques comme submersion migratoire, grand remplacement, tout ça n'est pas légal. Et il va même jusqu'à dire, souvenons-nous du parti nazi, peut-être aurait-il fallu l'interdire avant qu'il prenne le pouvoir, ça aurait évité bien des drames. Voilà. Exactement. Voilà. C'est ce qu'a dit. C'est ce qu'a dit Thomas Guénolé. Oui, mais en fait, c'est ce qu'il a dit, mais on comprend pas maintenant. Vous, c'est quoi votre coup de gueule? Mon coup de gueule, c'est qu'il se dit politologue. Et du coup, quand on dit politologue, c'est comme chercheur. On se dit, le mec, il a bossé. Ce qu'il dit, c'est un peu comme des vérités. En fait, c'est pas un politologue. C'est un militant d'extrême gauche, un moment qui était membre du LFI. Il a trouvé que le LFI n'était pas assez à gauche pour lui. Et voilà, qui prône la discrimination, alors que lui-même veut discriminer le plus grand parti de France. Donc je trouve que c'est une arnaque totale. Et il se cache derrière son titre de politologue. Et je trouve que ça influence les gens. Et je trouve ça nul. Michel Verdès, il se cache pas du tout, en fait. il s'est pas caché, Il est il était sur France Info. Hein. Il s'exprime à visage C'est vrai que quand découvert. on veut se cacher, généralement, on fait pas de radio. Hein. C'est pas ça. Mais c'est le titre politologue qui induit les gens en erreur. Et du coup, on a l'impression qu'il dit des vérités. Et je trouve ça nul. Ça Mais je comprends ce que veut dire Gilles, Jean-Michel. Merci. Non, voilà, ce qu'il veut dire, c'est comme quand on dit voilà, chercheur au CNRS voilà. qui a fait des études sur telle ou telle émission. Voilà. Et ça crédibilise. Comme Claire Secaille, voilà, qui avait fait, Bien sûr. qui était chercheur au CNRS, qui s'est intéressé à nous pendant dans des années et des années. Vous, c'est un petit peu pareil. Voilà, vous dites, Exactement. pour vous, et c'est vrai que je le dis. On se doit d'avoir un peu et je pense que les d'objectivité. téléspectateurs qui nous regardent, il est 19h25, on est en direct, vous êtes sur C8. Les téléspectateurs doivent se dire aussi politologue. Pour nous, politologue, c'est un spécialiste de la politique. C'est pas quelqu'un qui prend parti ou qui a fait partie d'un mouvement politique. Ouais. Exactement. Donc même Gilles Verdès, je pense, qui doit être d'accord avec Thomas Guénolé, peut comprendre ce qu'on veut dire. Oui, je suis entièrement d'accord avec Thomas Guénolé, je comprends ce que vous voulez dire. D'accord. Donc mais- vous êtes entièrement d'accord avec Thomas Guénolé, mais vous comprenez ce qu'on veut dire. Oui, c'est un Vous savez que vous venez de déboucher l'oreille de Daniel Gilbert. Non, Avec ça va votre- très bien, Ça va, Daniel j'entends tout. Ah, je sais, non, heureusement, parce que faites attention quand même. Hein. Je dis pas qu'il faut interdire le Rassemblement national, mais la question peut se poser et il a le mérite de la mettre dans le débat public. Alors, est-ce Voilà. que vous posez la même question Pour LFI, pour hein. la Pour France LFI, Insoumise Est-ce que le corpus idéologique de LFI te va Non, pour moi,
Avec des relents nauséabonds antisémites, est-ce que tu trouves que le corpus idéologique de LFI, ça te va? J'ai pas fini ma phrase, Bah non, mais justement, néanmoins, je te relance. pour moi, LFI et Rassemblement National, c'est différent. Voilà. D'accord, voilà. Pour lui, c'est différent. Voilà. Oui. Il y a- Donc vous, voilà. non, Oui. c'est- non. Voilà. S'il y a Il a une par exemple vision demain, il y a Éric Granola qui était anciennement au RN et qui dit il faut enlever le parti de la France Insoumise, vous diriez quoi? Je suis en total désaccord. Voilà, très bien, merci. Non, mais vous savez, le problème de ces politiques-là, c'est qu'ils ont envie d'être connus, là. Mais ce proctologue-là que personne connaît. Alors c'est un politique. Non, mais les chéris. Et ça dîne tous les soirs avec Brigitte Macron. Ah, la pauvre. Pour vous dire un petit peu. Hein. La pauvre. Non mais Bernard, mon chéri. Je sais, c'est dramatique. Non, alors qu'est-ce qui se passe? Le proctologue. Non, j'avais envie de dire proctologue. Ça me fait D'accord. plaisir, parce Eh que ben, politologue. Non mais la prochaine fois, dites-le chez vous. Vous savez qu'on est à l'antenne, il y a des gens qui Ça nous regardent. m'amusait. Ça m'amusait de le dire. Oui, mais oui. Oui, merci. voilà. Non, parce que c'est un Ça va guignol. vous sinon le moral? Oui, ça va très bien. C'est un guignol. C'est pour ça, c'est ça que je veux dire. Un gugus. Un gugus. Ça va Qu'est-ce C'est que vous ton voulez me dire analyse, Vous voulez me dire d'autres C'est ça votre analyse? Oui. Et moi, j'ai toujours des analyses très poussées. Très bien. Objectivement. Attendez, il y a Dave de Cergy-Pontoise. Il y a Dave de Cergy-Pontoise qui voudrait réagir. Objectivement, en 2024, il y aurait, moi je suis pas pour interdire les partis, mais il y aurait plus de raisons d'interdire LFI que le Rassemblement National. Et ce qui est intéressant, c'est que le Rassemblement National, eux, à aucun moment ne veulent interdire LFI. Qui ne refuse de serrer la main à ceux qui sont pas d'accord avec eux? Alors, qui veulent faire sauter des partis? C'est la LFI. Si je peux me permettre, alors si je peux faire, je sais que ça va vous intéresser parce que vous êtes un spécialiste, un éminent politologue. Entre parenthèses, si je peux faire une petite digression, moi je pense que LFI et le Rassemblement National, LFI n'a aucun intérêt à ce que le Rassemblement National disparaisse et le Rassemblement National n'a aucun intérêt à ce que la LFI disparaisse. Puisqu'à mon avis, la plus grosse chance qu'ils auraient de triompher en 2027, que ce soit la LFI ou le Rassemblement National, c'est d'être en face à face au second tour. On va pas se mentir. Donc Gilles Verdez, vouloir enlever le Rassemblement National, c'est pas bon pour vous. Sachez-le en 2027, puisque contre n'importe quel candidat, je pense que la LFI Voilà un vrai perd au politologue. second tour. Voilà un vrai politologue. Donc Gilles Verdez, vous êtes bon pour aller faire le marché avec Fatou, mais vos analyses politiques, c'est pas non plus, non mais c'est pas la panacée, comme dirait Valérie Je suis Bénaï. pas militant et que je suis indépendant. Ça prouve surtout que vous n'êtes pas malin. Merci. Ça prouve surtout ça. Non mais excusez-moi, voilà oui. Non mais vous avez tout à fait raison, mais juste idéologiquement, le fait de vouloir interdire un parti qui représente des dizaines de millions de personnes, pour des gens qui veulent gouverner la France et les Français, il y a un truc qui ne va pas. C'est ça que je dis. Après, Écoutez, vous non, avez mais raison. ce monsieur est politologue. En tout cas, pour moi, ses calculs, même si, voilà, il roule pour la LFI, son calcul est très mauvais. Hein. Franchement, pour moi, son calcul, il est catastrophique. Hein. C'est bien, on veut Parce que moi, retirer- je pense qu'une chose, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il attend qu'une chose, c'est d'être. Il rêve que d'une chose, c'est d'être face à Marine Le Pen au second tour. Et je pense que Marine Le Pen se dit aussi qu'elle a énormément plus de chances d'être présidente en 2027 si elle est face à Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour des élections 2027. Dernier sondage, apparemment, vous avez vu sur un face-à-face, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon au second tour, apparemment, Marine Le Pen triompherait largement. Ah Hein. oui. Je crois qu'elle a à peu près 55%. Je crois que c'était 55-45, hein, Gilles Verdez. Ouais. Donc voilà. Donc Ceci dit, ça peut se retourner, Cyril. bien sûr, c'est ce qu'elle. Je sais, ça peut se retourner. C'est comme vous en amour. Je sais que Fatou s'est souvent retourné. Elle devait se marier avec vous, plus maintenant, puis voilà. Un coup de gueule de Raymond, le footballeur économiste, puisqu'il aurait pu être à Bercy, celui-ci. Hein. Sachez-moi, mon Raymond, t'aurais pu Pourquoi être à Bercy? parce que tu fais les comptes de la France. Maintenant, il s'est intéressé aux comptes de la France. Non, j'étais surtout choqué ce week-end. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux Sarah Knafo à la télé qui expliquait à tout le monde que la France. La députée européenne de Reconquête. La députée européenne de Reconquête qui Compagne expliquait à d'Éric tout le monde Zemmour. que apparemment la France donnait à l'Algérie 800 millions d'euros et que donnait 4 milliards 4 à l'Afrique. Ok, pas de problème. C'est surtout moi mon coup de gueule, c'est que j'ai entendu aussi 120 millions on donne à la Chine pour le développement, l'aide au développement à la Chine. Ça veut dire que nous, la France, on aide la première puissance mondiale à se développer. Si vous voulez, puisque je suis un peu économiste à peu près moi. Donc la deuxième puissance mondiale. On leur donne 120 millions. Quand nous, on a des problèmes partout, on parle d'augmenter les impôts pour les plus riches, ok, pas de problème. On a des problèmes dans la santé, on a des problèmes à l'école, on a des problèmes partout, à l'hôpital, services publics, partout. On fait des cagnottes et des dons pour l'hôpital Georges Pompidou. Il manque des scanners. Et là, j'apprends que nous, que la Chine, on doit l'aider en fait. Il n'y a pas quelque chose qui vous choque. Alors, est-ce que cette info est vraie? On va revoir l'image de Sarah Knafo. C'était chez nos amis des grandes gueules. Sur RMC, qu'on aime beaucoup, les grandes gueules. Ouais. Alors, regardez. L'aide publique au développement, c'est-à-dire que c'est la France qui croit encore qu'elle est dans son rôle des années 60, d'aller aider les puissances émergentes du monde entier, mais qui n'a pas compris que la Chine n'était plus une puissance émergente, mais la première économie du monde. Et je vous mets au défi d'aller trouver typiquement sur le sujet de l'Algérie, sur les pays africains à qui on donne
des milliards d'euros chaque année, d'aller me trouver la contrepartie Alors- que la France en retire. Est-ce que vous savez qu'on donne par chaque année 120 millions d'euros d'aide publique au développement à la Chine, c'est-à-dire la première puissance économique du monde? Pour expliquer un peu à nos téléspectateurs, il est 19h31, on est bien sûr en direct, on est sur C8, c'est... Vous reconnaissez ces gens, bien sûr. Ils sont là, ils sont payés. Sarah Knafo, à mon avis, elle parlait du problème dont on a parlé souvent dans l'émission, c'est le problème des OQTF. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent, et même le ministre de l'Intérieur nous l'a dit sur ce plateau, hein, l'ancien ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, que les OQTF, on ne peut pas les refaire partir dans leur pays parce que le pays ne veut pas les accueillir. Et donc elle parlait de l'Algérie. Et elle disait, les aides. elle disait si on coupait les aides à l'Algérie, si on leur dit vous allez reprendre vos OQTF et on va arrêter les aides, et c'est pour ça qu'elle a pris également l'exemple de la Chine. Et c'est vrai que dans son argument à Sarah Knafo, je ne sais pas si vous l'avez vu, ce qui a été retenu et ce qui est ressorti sur les réseaux sociaux et sur les autres médias, c'est cette aide de plus de 100 millions à la Chine, parce que tout le monde a halluciné. Personne n'a dit il ne faut pas aider l'Algérie, il ne faut pas aider les pays d'Afrique. Tout le monde est OK et dit avec plaisir, il faut les aider à fond. Voilà. Mais tout le monde a dit la Chine, écoutez, ça serait plutôt à la Chine de nous aider. C'est ce que je voyais sur les réseaux. En fait, voilà. il se base sur le revenu par habitant. C'est l'OCDE qui décide quel pays on Alors va l'OCDE, aider. on va rappeler ce que c'est pour nos téléspectateurs. Valérie Benaïm. L'OCDE. L'Organisation de coopération et du développement économique. Oui, mais, Il y a 38 États membres. oui, mais dire ce que ça veut dire comme ça, Mais ça veut dire que c'est un regroupement de pays. Vas-y. Non, Vas-y. C'est un Alors, regroupement. les mecs, si personne ne le sait, dites-le. Non, mais je vous le dis. Non, mais les gars, excusez-moi, c'est pas une interro surprise, hein, excusez-moi. Non, mais je vous le dis, parce que là, les gens disent, prenez une demi-feuille, qu'est-ce que l'OCDE, et c'était comme ça, là. J'avais l'impression que j'étais au tableau, j'avais l'impression d'être Madame Mermet en 4e de B. C'est un regroupement de pays qui décident ensemble le développement économique des uns et des autres. De classer les pays selon leur développement. Merci, une fois de plus, le premier de la classe est là pour vous aider. Et là, en l'occurrence, pour l'aide publique au développement, c'est en fonction du PIB. Et on calcule ça par le revenu par habitant annuel. Et comme la Chine a un revenu par habitant à 12 000 euros à peu près, par habitant par an, c'est un des classements les plus bas. Ils sont dans les 50e. Donc on dit, mais ils sont encore en développement, les pauvres. Oui, bon. Et donc il faut encore les aider. Mais donc voilà, c'est une aberration parce qu'évidemment. C'est vraiment des choses à revoir. Non, mais après, ça enclenche aussi d'un point de vue géopolitique la présence de nos entreprises françaises en Chine. C'est-à-dire qu'en contrepartie, on a Airbus, on a Accor, on a Alstom, on a Decathlon, il y a Pernod Ricard qui ont des parts de marché là-bas importantes et qui peuvent s'implanter. Donc c'est pas si facile que ça non plus. En revanche, pour le retour des OQTF, moi je trouve que c'est quand même un levier très fort. Et je vois pas pourquoi on donne de l'argent à des gens qui nous méprisent, qui nous nous respectent pas. Ça pour moi c'est clair. Alors je sais pas ce que va faire le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. En tout cas, c'est un levier, il me semble. C'est vrai que ça reste un levier quand même important. Mais Raymond, toi, je comprends ta colère. Non, parce que sinon, tu changes le nom. Moi, je suis d'accord qu'on fasse du business avec la Chine. Je suis d'accord qu'on échange avec eux et qu'ils nous donnent peut-être, eux, beaucoup plus que 120 millions. Je suis d'accord, mais change le nom. Dis, on fait un don. Dis pas, et on va les aider à la développer. Et sur l'Afrique, qu'on leur donne de l'argent, certains pays africains, moi, je suis d'accord aussi, puisqu'on se sert aussi là-bas, dans les pays africains. On implante des sociétés là-bas qui font du pétrole et compagnie, etc., etc. Et on se fout bien de leur gueule au niveau des salaires. Donc, on leur donne là-bas en Afrique, ça me dérange pas. Mais il n'y a pas que les OQTF. Ça aille aux salariés, pas aux dirigeants. Allez, Sur la Chine, ça me dérange qu'on l'appelle comme ça. Merci. On va passer au coup de gueule de Gilles Verdez, s'il vous plaît. Oui, c'est contre une avocate. Ah oui. Alors, c'est maître Nadia El Bouroumi. Alors, c'est une avocate. On va rappeler de qui il s'agit. Oui, bien sûr. C'est une avocate qui défend 2 des 51 accusés du procès Mazan, donc où Dominique Pellico est accusé d'avoir fait violer son épouse Gisèle par des dizaines d'hommes. Voilà. Oui. Et cette avocate, elle est très agressive dans le prétoire avec Gisèle Pellico. Mais surtout, une fois qu'elle est sortie du prétoire, sur les réseaux sociaux, elle se transforme en influenceuse de télé-réalité. Elle fait des vidéos où elle accuse de 1000 mots Gisèle Pellico. Et c'est sur fond musical, Cyril. Et elle a repris une chanson du groupe Wham, un ancien groupe. Et ce groupe chante à un moment « Réveille-moi avant de partir ». Wake me up before you go. Absolument. Or, merci. Je peux un petit peu d'anglais. Vous l'auriez remarqué ici. Oui. Or, ce procès est aussi celui de la soumission chimique. Oui. Donc, je trouve ces propos abjects. Je trouve qu'elle va trop loin. Alors, on a parce qu'elle a été énormément critiquée sur les réseaux. Et elle a répondu par une vidéo de danse. C'est vrai que voilà, c'est. Est-ce que c'est sérieux tout le monde pense que c'est pas sérieux, etc. Mais
c'est vrai que là, elle se fait un coup de com. Ah, oui, c'est incroyable. Mais est-ce que c'est un bon Géraldine, comme je suis pas sûre. Non, effectivement, je trouve que moi, cette sortie-là, moi, encore une fois, on peut, évidemment, c'est l'état de droit. Il faut que tout le monde ait droit à une avocate ou à une défense et tout ça, quelle que soit vraiment l'horreur de ce procès-là. Mais malgré tout, je trouve que cette sorte d'influence comme ça sur les réseaux, elle est complètement obscène, elle est complètement déplacée. Mais en revanche, oui, en termes de pub, j'ai parlé à pas mal d'avocats ce week-end, ils me disent effectivement, ça va être incroyable. C'est-à-dire que tous les violeurs et tous les agresseurs sexuels vont la contacter pour qu'ils la défendent. Il faut voir, il faut voir que pour ces gens-là, ça va devenir une sorte de héroïne. Exactement. Non, mais c'est vrai. Oui. Alors elle explique avoir été mal comprise et elle va porter plainte pour harcèlement parce qu'il y a un déferlement contre elle. Donc ça, je condamne le harcèlement. Il faut pas harceler. Mais je trouve que tourner en dérision comme ça et en fait faire le procès de la victime, ça me choque énormément, Cyril. Est-ce que ça mérite une radiation ou pas? Non, un avertissement du Conseil de l'ordre. Les chéris, j'aimerais qu'on vienne sur cette image lors d'une conférence de presse. Joe Biden, président encore président actuel des États-Unis, a encore fait des scènes. Il se retrouve avec un trou de mémoire immense. Pour moi, il fait de la peine. Moi, je n'en veux pas. Il fait de la peine. Voilà. Et, franchement, il a visiblement oublié avec qui il faisait sa conférence. C'est dingue. Thank you all for being here. And now, who am I introducing next? Who's next? Distinguished guests, the Prime Minister of the Republic of India. Voilà, il ne le reconnaît même pas. C'est désolant. Alors, contrairement à avant, là, il s'énerve un peu. Et aux États-Unis, ils interprètent ça comme le fait qu'il soit retiré de la campagne et donc maintenant, ils s'en foutent un peu. C'est plus des signes de sénescence et d'Alzheimer. Voilà, il discutait de la Chine avec plusieurs premiers ministres australiens, japonais et donc indiens. Et il a complètement oublié qui il devait présenter. Il y avait beaucoup de VIP et il s'est complètement planté, quoi. Pire que tout, c'est qu'il voit le Premier ministre qui arrive à côté de lui et il le regarde, genre, mais vous êtes qui, vous? Il n'a même pas compris que c'était lui, en plus, c'est délirant. Super. Super, merci. Alors, il y a une rigolade, c'est Donald Trump. Donald Trump, il y a un mec qui, dans un bus, lui a fait un doigt d'honneur. Et regardez, il a répondu lui-même par un doigt d'honneur. Moi, c'est extraordinaire. Regardez. Non, mais regardez ce qu'il franchement. Ça élève le niveau. C'est un génie, franchement, c'est un génie, excusez-moi. Mais ça les fait marrer. J'aurais pu le faire, ça, moi. Oui, aux États-Unis. Ça, c'est vous. Ça. Ah, mais j'adore. Aux États-Unis, ça les fait plus. Moi, j'adore. Il y a eu la même chose avec Éric Zemmour en France. Souvenez-vous, ça avait été très mal pris, très mal perçu par la presse. Là, on prend ça plutôt comme un truc de com un peu rigolo. Ouais, c'est marrant. Après des années de peur, de confinement, de questionnement, on connaît enfin les responsables probables de la pandémie du Covid, Gilles Verdez. C'est pas du tout ce qu'on attendait. On a trouvé des animaux sur le marché de Wuhan, en Chine. Vous savez, ici, on avait dit que ça vient peut-être d'un labo. Eh bien, apparemment, ce serait vraiment sur le marché que s'est produit le début de la pandémie. Il y a plusieurs animaux. On l'avait déjà dit. Il y a plusieurs animaux qui sont mis en cause. C'est plus le pangolin. C'est plus le pangolin. Voilà. Il y a notamment les civettes, les rats des bambous et surtout le chien vivérin. Alors, chien vivérin, il est derrière vous. Chien vivérin. Ouais, chien vivérin. Ah ouais, donc ça, c'est un chien, ça. Ouais, en français. Exactement. Donc ça, c'est un chien. Oui. D'accord. T'as ça à la maison, t'es content. Oui. Un chien qui a le Covid. D'accord. Oui. Il s'appelle d'ailleurs en France chien raton laveur. Ah bah je vous confirme, ouais. Voilà, exactement. Donc il a la taille du renard. Il ressemble à un gars que je connais. Il ressemble à un gars que je connais. C'est le seul chien qui hiberne et il était présent au moment du début de la pandémie sur le marché. Et on pense que c'est lui qui aurait pu transmettre à l'homme la maladie. Voilà. Donc il est responsabilisé aujourd'hui. Vous êtes sûr qu'on n'est pas en train de se foutre de notre gueule? Si, enfin... Moi, c'est la vraie question que je me pose. Tout à l'heure, dans 2 jours, ils vont nous dire non, mais c'est une limace de l'Himalaya. Mais les gars, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Le pangolin, c'était le pangolin au début. La chauve-souris. Merci, moi je pense qu'on se fout bien de notre gueule. Allez, merci. Les chiens, on va se retrouver dans un instant avec les 5 images du jour et notamment, on va parler de petits problèmes quotidiens apparemment. Serait dans la tombante, l'émission quotidienne, vous allez nous en parler 2 secondes. Je vais vous dire ce que j'en pense de cette histoire et on va revenir sur l'article qui a été écrit par Télérama. Vous allez voir, donc ils accusent donc, le concurrent quotidien de plein de choses. Je vais vous dire ce que j'en pense et vous allez voir, ça va secouer. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Et 19h46, on est en direct et ça touche pas à mot. Merci d'être là les chéris. Allez, on est bien, on est en direct, on est très bien. Il y a des gros bails qui arrivent. Dans un instant, Big Glaoui, bien sûr, sera de retour. Vous savez que vous l'attendez, hein, bien entendu. Big Glaoui, des Glaoui, voilà, comme jamais on en a vu, qui sera là. Je voudrais qu'on revienne sur les 5 images du jour. On va démarrer avec, on va revenir sur une image qui a énormément marqué. Tout le monde m'en a parlé. C'est le passage de Jean-Marie Bigard, mon ami
Jean-Marie, que j'aime, vraiment, qui est un garçon exceptionnel, sachez-le. Jean-Marie Bigard, j'en ai rencontré des mecs dans le métier. C'est un mec d'une gentillesse, c'est un mec qui se la raconte pas, qui se l'est jamais raconté. C'est un amour de mec et qui a été d'une générosité, je peux vous dire, avec tous ses potes. Parce que lui, c'était des trucs, il prenait tout le monde, même des mecs qu'il connaissait pas, à 30 personnes, il les invitait au resto. Non mais je vous jure, c'est un mec de fou qui a fait pour des associations des trucs énormes. Il a acheté des fauteuils pour des personnes en situation de handicap, des personnes handicapées. Il a acheté pour quoi 5 millions. 5 millions. Il a mis de sa poche lui-même 5 millions pour acheter des fauteuils. Pour vous dire, c'est un mec que j'aime, il le sait, Jean-Marie. Et c'est en plus un talent extraordinaire. Et c'est vrai que je suis revenu avec lui sur sa carrière, parce que ça reste toujours un monstre, Jean-Marie. Et c'est vrai que moi, il y a une phrase, il m'a dit aujourd'hui, bon, il rigolait, il m'a dit aujourd'hui, je suis plus qu'une merde. C'est loin d'être une merde. Jean-Marie Bigard, pour moi, ça reste encore un des plus grands humoristes de France. Et regardez, parce qu'il nous a énormément émus ce week-end, et tout le monde m'en a parlé. J'ai croisé Pascal Praud encore tout à l'heure, il m'a dit, j'étais scotché. D'ailleurs, ça a fait record d'audience hier, historique pour Face à Hanouna, puisque vous étiez près d'1,5 million à regarder Face à Hanouna hier. Donc merci à vous. Regardez Jean-Marie Bigard, c'était hier. fait partie quand même du top 10 des humoristes encore. Bah oui, évidemment. Ah oui. Et tu sais quoi, à la terrasse de ma petite cantine, les gens me saluent, me lèvent le pouce et tout, me remercient d'exister, même si maintenant je ne suis plus qu'une merde. Tu vois, t'es une immense star, je crois que tu te rends pas compte. Quand tu arrives quelque part, je le vois, à chaque fois que tu arrives quelque part, c'est un truc de fou. Tout le monde t'applaudit, tout le monde est content. Et tu me dis, t'es une merde. Je crois que t'es un fou. En fait, tu vois, je m'étais promis de pas chialer. Non, mais je vous jure, c'est incroyable. Je veux dire, quand on faisait la grosse rigolade, les gens, je te jure, ils s'attendaient. Pour eux, la grosse rigolade, c'était Jean-Marie Bigard, je te le dis. Jean-Marie Bigard et Boudère. Jean-Marie Bigard et Boudère, c'était vraiment incroyable. On va la refaire d'ailleurs, on va s'en refaire. Alors, il s'est aussi confié sur l'argent qu'il gagnait lorsqu'il était au summum de sa carrière. Et je vous jure, les gens ont halluciné, ils m'ont pas cru, parce que Jean-Marie Bigard, il me l'a confirmé. Il a gagné entre 80 et 100 millions d'euros dans sa carrière. Regardez. Les gars, ils me disent, Jean-Marie Bigard, dans sa carrière, il a gagné entre 80 et 100 millions d'euros. Oui, à peu près. Ouais, c'est ça. Je gagnais 100 000 euros par jour. Exactement. Tu vois, tout ce que j'ai gagné, des dizaines de millions que j'ai donnés à mon pays, en bon citoyen que je suis. On m'a pressé comme un citron. Eh bien, si je n'avais pas été auteur... J'aurais droit à peu près à même pas 3 000 balles de retraite. J'ai droit à... Avec tout ce que tu as gagné, on parle, parce que c'est pas mal, 3 000 balles de retraite. Tout ce que j'ai gagné. 3 000 euros de retraite, c'est bien, mais avec tout ce qu'il a gagné, c'est ce qu'il a donné. Tout ce que j'ai payé. Exactement, c'est vrai. C'est incroyable, hein. Et c'est vrai que c'est fou. Hein. Tout le monde me dit comment il a pu tout perdre. Et Gilles, c'est vrai que ça arrive. Hein. Effectivement, la fortune, et puis le train de vie, les impôts, les invitations, la générosité. Je gagne, je paye, et puis à un moment, il n'y a plus rien, quoi. Guillaume. Non, c'est une leçon d'humilité. Et je pense que par modestie, il ne le dit pas, mais je pense qu'effectivement, il y avait peut-être beaucoup de gens autour de lui qui profitaient de lui. Il a beaucoup offert de cadeaux, invité les gens au restaurant, vous l'avez dit. Et c'est comme ça, moi, il me l'avait dit un jour aussi. Il s'est fait plumer comme ça. Et c'est un mec exceptionnel. Je trouve qu'il a une humilité. C'est un mec qui faisait des stades de France, Jean-Marie Bigard, qui vienne parler comme ça à cœur ouvert de ses problèmes et de manière aussi sage. Je trouve ça formidable. Et vous, Daniel? Ah oui, c'est quelqu'un de très humain. Mais toi, t'as jamais été comme Jean-Marie. Toi, t'as fait ton... Non, parce que comme j'ai jamais eu beaucoup d'argent, je suis jamais dans cette situation-là, tu vois. Ouais, c'est sûr. Mais c'était pas du tout la même époque pour quand on faisait de la télé, etc. Et puis, très franchement, moi, je suis d'une famille où on n'avait pas d'argent. Et quand on s'intéresse pas vraiment à quelque chose, ça vient pas vers vous. Ouais. Alors moi, ce que j'aime, c'est rencontrer des gens, partager plein de choses. Toi, tu t'intéresses pas de l'argent, toi. Donc l'argent vient pas vers toi. Et l'argent vient pas vers moi. Ah, t'es le contraire de Bernard Montiel. J'ai le contraire de Bernard Montiel. Bah oui, tu vois, l'argent vient vers lui. Cela dit, alors moi, il y a une chose, c'est que j'admire beaucoup les gens qui gagnent de l'argent. Ah ouais. Et chez moi, mon père n'avait pas un sou, maman non plus. Tu vois, et ils admiraient les gens qui gagnent des sous. encore plus les gens qui gagnent de l'argent et un foot comme Bernard Montiel. Merci, bah oui. Une carrière entière. Jean-Michel, c'est incroyable ça. Mais comment on peut perdre? Comment on peut avoir gagné 80 millions d'euros et se retrouver... Parce que je sais que toi, tu peux nous expliquer ça. Bah non, je peux pas l'expliquer, mais je gagnais pas autant, mais à moindre mesure. Moi, je gagnais beaucoup, parce qu'à un moment, dans TPMP, je gagnais 15-16 000 euros par mois, ce qui est énorme par rapport aux Français. Je pense que je faisais partie des 0,2-0,05% des Français qui gagnent le plus.
Et aujourd'hui, il me reste plus rien, il me restait rien de toute façon à la fin de chaque mois. Parce que malheureusement, ça c'est un trait de caractère détestable, c'est que je claquais tout au fur et à mesure, je gardais rien, j'ai jamais investi, je suis toujours locataire, enfin maintenant j'habite chez ma chérie, mais j'ai toujours été locataire, jamais propriétaire de rien. Et ça c'est mon grand drame parce que j'aurais adoré, moi, léguer à mes enfants. Et je leur léguerai zéro. J'avais une voiture et je suis en train de la vendre. Donc j'ai rien du tout. Ouais, vous êtes passé en fait de chroniqueur à gigolo. Ça m'aurait pas gêné d'être gigolo. Je serais plus riche aujourd'hui, hein, j'aurais bien aimé. Mais j'ai pas pris le coche. C'est le résumé en fait de ce qu'il vient de nous dire. Hein. Moi, vous savez, chez vous, moi je ne fais que résumer les choses très rapidement. Mais c'est un vrai talent de savoir gérer son argent. C'est un talent que je n'avais pas, mais c'est un talent que certaines personnes ont, d'autres n'ont pas. Bernard Montiel et ce talent. Non mais c'est vrai. Ah oui, parce que vous avez beaucoup moins gagné que Jean-Marie Bigard. Bah oui. Ah bah bien sûr que oui. Vous avez dû gagner. Alors je vais vous dire combien vous avez dû gagner dans votre carrière. Ça y est, ça recommence. Non mais je vais le dire. Moi je m'en fous. Moi je vais balancer combien il a gagné dans sa carrière. Ouais, me demandez pas un rond, hein. Je vais vous dire, le Bernard Montiel, à mon avis, vous avez dû gagner dans votre carrière. Je pense que vous êtes à 15 millions d'euros. 15 millions Ouais, bien sûr que vous les avez gagnés. oui. Bien sûr, Bernard Montiel, c'est pas la peine de faire ces verlons fous. 15 millions Parce que je suis. J'aurais adoré. Non. J'avais gagné entre 10 et 15 millions d'euros. Arrêtez. Mais Montiel, ne mentez pas. Mais non, c'est beaucoup plus. Ah, voilà. Dites la vérité. Non. Vous allez mieux gérer. Parce que Jean-Marie, ils sont entre 80 et 100. Bah, arrêtez. Pas du tout. Vous allez me dire, vous avez gagné 100 000 par an. Montiel, arrêtez. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais j'ai beaucoup aidé. Non, mais je m'en fous que tu aies aidé. Mais si. Est-ce que tu as gagné entre 10 et 15 millions Est-ce que tu as gagné entre 10 et 15 millions d'euros dans ta carrière? Mais oui, il a investi dans des maisons, on le sait. Bien sûr. Comment dans des maisons? Bernard Montiel, je vais vous dire, si vous n'avez pas gagné entre 10 et 15 millions d'euros dans votre carrière, vous ne pouvez pas acheter une maison à 2,5 millions je sais pas où là. Donc s'il vous plaît, faites-vous tout petit. Sinon je vais sortir les vrais chiffres. Il a revendu l'autre. J'ai raison ou j'ai pas? J'ai raison ou j'ai raison? Vous me gênez énormément. Non mais regardez, Jean-Marie, il en parle, voilà. Oui, il en parlait, ça le regarde. Alors, bah oui, mais il était à 80 et 100. Je suis issu d'une famille extrêmement modeste où on ne parlait pas d'argent. Oui, moi aussi, je suis. Non, on ne parle pas d'argent, c'est indécent de parler d'argent. Gilles, on est d'accord. Tant que je ne demande pas Bernard Montiel, oui, c'est largement minimisé. Merci, non mais c'est vrai. Daniel, combien vous avez gagné, vous, dans votre carrière? Comment? Quand vous étiez au top, vous gagnez combien par mois? Vous avez gagné? Moi, j'ose pas le dire. C'est-à-dire que quand je faisais l'émission tous les jours et que j'étais responsable de l'émission, je ne peux pas le traduire en francs, puisque moi, on va le traduire, vous inquiétez pas, je sais faire. Mais toi, tu sais faire, oui. Mais moi, je gagnais comme ma mère, qui était professeure de français, latin, grec, et je gagnais comme elle par mois pour faire une émission tous les jours et partir en repérage le week-end. Et j'étais très heureuse. Ils l'ont bien gagné combien? Ah ouais. Vous gagnez combien? À peu près 3 000 euros? Je sais plus. Non, mais 3 000 francs? Même pas. 15 000 francs. Mais vous vous êtes fait carotte pendant des années. Non, parce que je vous apporterai, j'étais au contrat à la semaine pendant 13 ans. Et combien vous gagnez? Vous gagnez combien? 500 euros semaine? Même pas. 15 000 francs par mois. Mais si, mais si, c'était avant l'arrivée des producteurs animateurs, avant l'arrivée de la privatisation de TF1. Moi, je sais pas. Non, mais enfin, ce que je sais, c'est que je gagnais comme ma mère, je voyais comment elle travaillait, ce qu'elle apportait aux élèves. Elle était en plus particulièrement sympa. Et je me disais, moi, on me paye pour m'amuser. Parce que moi, je voulais être prof. Alors, j'ai une mentalité un peu différente. Bon, Daniel, c'est une star. Mais moi, à l'époque, à FR3, quand je gagnais 800 balles par mois, 800 francs. Mais non, moi j'ai commencé. Foutez pas de ma gueule. Combien vous avez gagné sur TF1? Il était déjà 4 000 francs. Arrêtez de dire. Il était déjà 4 000 francs le SMIC. Et je suis gagné 800 francs. Je vais me reposer derrière. Bernard Montiel, comment vous gagnez au top sur TF1? Vous gagnez bien facile. 200 000 par mois. Dites la vérité. Non, attendez. Attendez. Vidéo gag, Famille en or. Famille en or, j'étais bien payé parce que je voulais pas le faire. Et pourtant, j'ai adoré le faire. Là, j'avais 80 000 euros par mois. Pour Famille en or. Ouais, donc vous étiez à 200 000 par mois. Donc ne racontez pas d'histoire. Sans doute, oui. Voilà, vous avez fait ça pendant combien de temps? Au moins 3 ans. 1 an. Non, 3 ans. Tu rigoles? 3-4 ans. Bah oui. Bernard Montiel, les gars, Bernard Montiel, on est déjà à 8 millions. Ben Vous ne foutez pas de ma gueule, Montiel. À 2,5 millions par an. On s'est passé où? Je vous ai raconté qu'un jour j'avais prêté de l'argent, que j'étais caution à une banque. Je m'en fous de ça. Mais non, vous en foutez pas. Vous avez gagné combien? C'est 7 millions, on m'a piqué parce que j'étais caution chez quelqu'un. Si on vous a piqué 7 millions, c'est que vous les aviez gagnés. Non, mais sans rigoler. Ah ouais. Il est con, ce gars. Mais sans rigoler. Ah ouais.
On peut pas piquer 7 millions à un gars qui les a pas. Non, mais franchement, attendez, c'est pas que je les avais. Bah oui, c'est ça. C'est bon. Je m'étais porté Tu caution. t'en fous. Ouais, mais je suis content d'avoir gagné de l'argent. Le seul argent que mes parents m'ont donné, c'était t'as gagné 15 bûches, t'as gagné 15 millions dans ta carrière, je le sais. Eh ben, je sais pas où ils sont. Bah, ils sont peut-être. Je te le dis. Fais le tour de tes maisons, va. Tu verras où ils sont. Allez, les chéris. Non, mais vraiment, ça te rend fou. Ouais, mais c'est les vrais gentils. Pour revenir à Bigard, il faut être un vrai gentil quand même, parce que ce qu'il a gagné après impôt, il lui restait quand même 30-35 millions d'euros. Il faut être un vrai gentil pour dilapider 35 millions d'euros. Pourquoi tu dis ça? Tu dis pas ça pour Casta? Casta, tu disais qu'il a dévissé, que c'était j'ai dit pareil, c'est pareil. Je dis, t'es un vrai gentil, il faut être un vrai gentil. T'es plus sympa avec Bigard qu'avec Casta. Casta, il nous parle de poker, parce que Casta, il nous parle de conneries. Bigard, on parle de maternité qu'il a ouvert en Afrique. On parle de fauteuil roulant pour les handicapés. On parle de 30 personnes au restaurant, des gens qui l'emmènent en vacances. On a parlé de plein de trucs. Casta dit, c'était beaucoup de flambes, il l'a dit lui-même. Mais les deux sont dans le même panier, les Français qui nous regardent et qui nous écoutent. Quand tu leur donnes 35 millions d'euros, ils vont pas les dépenser comme ça. Faut être un vrai gentil ou déconnecté T'en sais rien. ou naïf. T'en sais rien. Mais c'est 5 millions. Il n'y a pas d'archétype. Non, mais quand tu dis au lendemain, alors moi, c'est pas ces sommes-là, mais moi, j'ai pas honte de dire, moi, j'ai perdu 3 ou 4 millions d'euros. Dans des conneries, dans des coiffures. Non, mais parce que les gens. Des teintures. Non, mais quand tu es un homme, enfin un jeune garçon, moi je viens de province, j'avais pas d'amis, j'avais pas trop de meufs, on s'intéressait pas à moi, et que d'un coup t'as de l'argent, tout le monde veut être pote avec toi, tu peux avoir n'importe quelle nana que tu veux, et voilà. Ben, tu dépenses, tu fais n'importe quoi, t'es grisé, voilà. Donc moi j'ai fini avec j'ai 2 Lamborghini, une Porsche, 3 appartements en loc, voilà, et je dépensais des. Mais tu veux que je te dise, à chaque fois que je te voyais. Mais oui, vous me dites comment tu fais. Et vous l'avez même dit dans l'émission. Non, mais je le gagnais l'argent, mais je gagnais 100, je dépensais 150. Mais je disais à chaque fois, Guillaume, il a un train de vie, il est insuivable. Voilà. Vous pouvez pas sortir avec lui. Non mais c'est vrai. Je dépensais, je peux le dire maintenant. Même vous n'arriviez pas? Quoi, oui, je le joue. Non, mais Cyril sans trahir de secret, mais je sais que vous avez toujours été très raisonnable et bravo à vous parce que ça doit pas être facile de... Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Bravo à vous. Je sais. Moi, j'ai gagné peut-être 10 fois. C'est un sketch. Ah non, mais lui, c'est un sketch, il a tout compris et il a eu la force psychologique de rester fort et de pas se faire avoir par tout ça. Et moi, je me suis personne t'a dit, tu déconnes, Guillaume? Mais non. Puis les gens autour de toi, ils sont contents. Bah bien sûr, oui. Tu leur payes tout, c'est normal qu'ils soient contents. Machin, tiens, j'ai besoin d'une voiture, bah je t'achète une voiture. Tiens, on est 20 au restaurant, j'ai mes potes qui viennent, bah viens. Je faisais n'importe quoi. C'est quand l'euro, la traduction de l'euro? C'était en 2000? 2001. Excuse-moi, on n'est pas chez ta mère ici, on fait une émission. Combien ça coûte? Non, alors les 80 000, c'est pas 80 000 euros, c'est 80 000 francs. Mais alors, c'est équivalent à 80 000 euros. Ah oui. 80 000 francs à l'époque, ça correspond à 80 000 euros aujourd'hui. Une baguette, c'était 1 euro, un franc, maintenant quand t'as un appartement qui faisait 300 000 francs à l'époque, il fait 300 000 euros aujourd'hui. Donc qu'est-ce que tu racontes? Voilà. Donc écoute-moi bien, tes pieds et poings liés, Bernard Montiel. Allez, ce matin, est-ce que vous avez vu à Cannes, les habitants de Cannes sont réveillés sous l'eau après un épisode orageux très intense. Il faut que vous voyez ces images, elles sont folles. Il est tombé à quelques endroits jusqu'à 1 mois de précipitation en quelques heures. 1 mois de précipitation. Vous vous rendez compte ou pas? Alors, bon, ça va, Gilles. Oui. Voilà, mais c'était incroyable. Regardez les images. Incroyable ces images. Quand on pense que c'est à Cannes, on pense très fort à tous ceux qui ont été touchés par ces intempéries. Oui. Et vraiment, c'est horrible. C'est horrible. Et même à un moment, en 12 minutes, il est tombé 10 jours de pluie. Non. 10 jours de pluie en 12 minutes. Et donc, c'est du ruissellement. C'est pas un cours d'eau qui déborde parce qu'ils ont bien géré à Cannes. Il y avait eu déjà dans le passé des inondations meurtrières. Donc là, c'est prévu. Ce qui a énervé le maire, heureusement, il n'y a pas de victimes. Ce qui a énervé le maire, David Lisnard, c'est qu'il n'y a pas eu d'anticipation. Ouais, il n'a pas été alerté. Oui. L'alerte est venue vers 8h et quelques, au moment où la pluie était déjà tombée. Bah oui, bien sûr. Donc là, il a des raisons d'être mécontents, mais ils ont bien géré. Ils ont réussi à éviter que le ruissellement se propage trop. C'était notamment ce qu'on voyait, c'était l'avenue de le boulevard de la République à Cannes,
qui a été le plus sous les eaux. Non, mais c'est incroyable. Ah mais incroyable, oui. Incroyable. On continue avec cette actualité. C'est l'émission Quotidien qui a sorti, Télérama a sorti une enquête sur les conditions de travail des salariés de Quotidien. Dans cette enquête, les salariés décrivent un environnement de travail défaillant. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est dit dans cette enquête? Donc c'est une très longue enquête qui dévoile les coulisses de l'émission Quotidien et de la société de production Bangoubi, voilà, de Yann Barthès et de Laurent Bon. Donc globalement, la teneur de l'article, c'est souffrance au travail chez Bangoubi, burn-out de plusieurs personnes, management défaillant et des accusations de harcèlement. Donc il y a notamment, selon Télérama, selon leurs informations, 4 salariés qui sont au prud'homme, 2 journalistes reporters d'images et un duo de chroniqueurs, Eric et Quentin, qui sont partis en 2019. Voilà. Alors ils dénoncent aussi un phénomène de cours autour de Laurent Bon, l'associé de Yann Barthès, et puis des pressions qui sont exercées par Martin Veil, qui fait des reportages notamment à l'étranger. Et donc, autour de lui, il y aurait une atmosphère très compliquée avec des rédacteurs en chef qui se succèdent. Donc voilà, il y a beaucoup de témoignages anonymes. Il y a des gens qui témoignent, alors on change évidemment le nom, un graphiste qui a voulu participer à un mouvement de mécontentement parce que les intermittents de l'audiovisuel réclamaient une revalorisation de salaire. Et selon lui, il a été écarté, il a fait des piges et après on ne l'a plus revu. Voilà. C'est ça les trucs. C'est tout un environnement toxique qui est décrit. Alors, c'est quoi les témoignages? On parle aussi de salariés qui se font engueuler parce qu'ils font des post-clopes un peu trop longues. Bon. Il y a une phrase d'un des intermittents qui travaille chez Quotidien qui résume bien ce qu'il dit. Il dit « C'est beau d'afficher des valeurs, encore faut-il les appliquer ». Ils disent qu'en gros, Quotidien défend un peu la bien-pensance et qu'en fait, voilà, en coulisses, ils ne sont pas du tout pareils. Et à la rentrée, Yann Barthès avait donné une série d'interviews parce qu'il parle très peu. Et il avait bien appuyé sur le fait, début septembre, qu'il y avait une super ambiance dans les équipes, que tout le monde s'entendait bien. Et Télérama les soupçonne d'avoir fait une opération de communication en sachant que ce dossier allait sortir. Voilà. D'accord. Alors, moi, je vais vous dire la vérité. Franchement, les gars, moi, un gars anonyme qui dit, on m'a dit que j'avais pas de stylo un jour en réunion et j'ai fumé un peu trop longtemps. Je suis désolé, les gars. Moi, ces enquêtes, pour moi, je vous dis la vérité. Pour moi, je prends, je jette. Excusez-moi. Je suis désolé. Avec les Quentin 2019. Non, mais je suis désolé, les mecs. Je suis désolé. Arrêtez, les mecs. Moi, ces enquêtes, où, pour moi, il n'y a rien dedans. Excusez-moi. Un anonyme qui dit, j'ai travaillé un jour chez Quotidien, et il y a un mec, un jour, il a dit, ouais, pourquoi t'as mis des baskets alors qu'il fallait être en mocassin? Je suis désolé. Excusez-moi. C'est comme le complément d'enquête sur moi. Voilà, excusez-moi. Et je vais vous dire, moi, je suis désolé. Et en plus, voilà, les gens vont être étonnés que je dise ça. Mais moi, je suis pas pour la mort de Quotidien. En fait, ces journalistes veulent quoi? Excusez-moi. Ils veulent quoi? Ils veulent faire mal à Quotidien. Ils veulent que Quotidien peut-être s'arrête. Il y a combien de personnes qui travaillent chez Quotidien? Parce que Quotidien, et mine de rien, voilà, cette société de production, la Bangoubi, ça doit. Aujourd'hui, il y a combien de personnes qui doivent travailler? Ça doit être 200 personnes. 200 personnes. Donc encore. Donc voilà. Donc ces 200 personnes, elles vont faire quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, il faut que vous sachiez, parce que je parle aussi pour nous. Aujourd'hui, dans l'audiovisuel, des émissions quotidiennes, ça fait travailler énormément de monde. Sûr, donc, non mais les mecs, il n'y en a pas beaucoup. Aujourd'hui en télé, il y a de moins en moins de travail. Non mais on va pas se mentir. Ouais. Donc les gars, moi je veux le Quotidien qui s'arrête. Moi je pourrais pas les récupérer demain, les 200 personnes. On a déjà des donc moi je pourrais pas les récupérer. On va les mettre tous, ces 200 personnes. Donc je suis désolé, excusez-moi, pour dire, à un moment, on a l'enquête, c'est il y a des post-clopes qui sont, on s'est fait engueuler parce qu'on a clopé 10 minutes au lieu de 7. Je suis désolé les gars, franchement. Moi, ça, ces méthodes-là, je vous jure, je supporte pas. Ils ont 128 permanentiels. Mais ouais, 128 permanents. Moi, je supporte pas. Je supporte pas ça. Franchement, je vous le dis, c'est pas du tout ma façon de penser. Et voilà, moi, je les connais pas, ces gens-là. Je vous dis la vérité, je les connais pas. Mais voilà, en tout cas, les mecs, ils font travailler des gens. Moi, j'ai pas envie de voilà, qu'on soit d'accord avec eux sur des trucs, qu'on n'aime pas leur ligne éditoriale, ça, il y a pas de problème. Ça, bah, franchement, oui. Voilà, moi j'aurais préféré que Télérama fasse un article en disant Quotidien a dit ça, c'était plus marrant. Quotidien a dit qu'ils recevront jamais d'invités politiques. Il y a François Hollande qui est chroniqueur là-bas toutes les semaines. Non mais voilà, tu vois, ça oui, voilà, ça c'est un truc. Comment fonctionne l'Arcom? Exactement, voilà. Mais là, franchement, dire les mecs, il y a une ambiance de merde. Non mais même dans la vie de tous les jours, aller trouver une entreprise où personne n'a rien à dire. Non mais c'est sûr. Dans toutes les entreprises, dans toutes les. Vous allez faire n'importe quelle enquête, vous allez venir chez nous, vous allez voir. Et surtout, moi chez nous, vous allez voir ce qu'ils vont vous dire. Ils vont vous dire, on n'a pas vu le patron depuis 6 mois. Et surtout qu'il y a des entreprises avec des vraies agressions, parfois des choses sordides, des viols. Là, pardon, excusez-moi, les pots cigarettes, c'est n'importe quoi. Et vous avez dit un truc très important, c'est que la précarité en télé, elle est immense. Les gens le savent peut-être pas, mais il y a beaucoup d'intermittents du spectacle. Et ces gens, dès qu'il y a un programme qui s'arrête,
Ils ont beaucoup de mal à retrouver du travail, beaucoup de mal, parce que c'est un secteur... Il y a Laurent Bon, le président de la société, qui a réagi totalement faux. La vie professionnelle, c'est comme ça. On n'est ni une secte, ni une famille. Nous sommes respectueux de la loi et nous n'avons aucune condamnation à ce jour. C'est ce qu'il a dit? Absolument. Il a réagi dans l'article. D'autres n'ont pas voulu répondre, mais lui a réagi. Et effectivement, il minimise. Et par rapport aux attaques au prud'homme, il explique qu'il n'y a jamais eu de condamnation de la société bancaire. Pour l'instant, on verra. Les prud'hommes feront leur travail. Les sociétés, elles ont des attaques. Tout le monde a des attaques au prud'homme. Il n'y a pas une société qui est grande, qui a 100 salariés, qui ne va pas licencier un mec et qui ne va pas aller au prud'homme. Tout le monde a des... Même quand tu as 20 salariés, 15 salariés, 10 salariés, tu en as un des 10 qui va aller au prud'homme. Et puis c'est trop répandu le fait de gens qui se vengent, qui ont de la rancœur et tout. C'est nul, c'est nul. C'est le problème de ce qu'on appelle la génération Z, qui est la nouvelle génération qui a plein de qualités évidemment, mais qui exige un bien-être total au travail. Il ne faut surtout pas leur faire de reproches, il ne faut surtout pas leur donner d'ordre. Et ce qu'explique Laurent Bon, et je trouve qu'il l'explique assez bien, c'est qu'une quotidienne en télé, c'est de la pression, c'est du stress, c'est un rythme. Parfois il y a des galères, vous le faites de manière totalement transparente. Parfois il faut pousser des coups de gueule. Je suis désolé, ça fait partie du travail, c'est pas du harcèlement quoi. C'est beaucoup de bonheur aussi, une émission quotidienne. Est-ce que tu peux ne pas être d'accord? Disons que je suis d'accord avec vous sur l'anonymat, mais moi j'ai travaillé par exemple beaucoup dans le foot et c'est vrai que le foot, on utilisait beaucoup l'anonymat parce que les sources veulent pas s'identifier. Si vous vous identifiez dans un article comme ça, vous êtes mort dans la télé. Si un joueur de foot parle à visage découvert, il était mort vis-à-vis de son entraîneur. Pour moi, l'anonymat révèle quand même un contexte global de tension dans l'émission. Voilà. Et autour de Martin Veil, il faut préciser que Laurent Bon le défend. Il dit c'est un journaliste brillant, exigeant, qui travaille énormément aux quatre coins du monde. La compagnie relève autant de l'éditorial que du management humain. Merci. Voilà. Ouais, mais est-ce que la tension, c'est un crime? La tension, ça fait partie du travail, Gilles. Du quotidien. Martin Veil, il a peut-être un prime à sortir, il a une pression, il a des deadlines, il faut diffuser l'émission. Est-ce qu'un message... Voilà, enfin, Allez, on va revenir sur quelle époque. C'était le retour samedi. Il y avait Sonia Mabrouk, qu'on adore, qui a partagé son avis sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Elle a notamment pointé un manque de mise en avant du patrimoine français. Regardez, vous nous dites ce que vous en pensez après. Regardez. Je pense qu'avec tout ce qu'on a comme monument, tout ce qu'on a comme passé, comme patrimoine, on aurait pu quand même non pas l'exalter, je ne suis pas dans l'exaltation, mais on aurait pu contribuer à infuser un peu plus de fierté compte tenu de ce patrimoine-là. On l'a vu le patrimoine. On m'a posé une question, donc c'est personnel. Par quoi en plus? Moi, je ne sais pas, j'aurais pas parlé d'autres personnages dans l'histoire que la tête coupée de Marie-Antoinette, mais c'est un avis. Mais vous parlez des monuments, là, pardon. Là. Oui. Non, là, mais vous parlez des monuments. Les monuments, c'est aussi l'histoire, vous savez. Ah non, moi j'ai adoré la cérémonie d'ouverture et j'ai beaucoup défendu au moment où... Mais on a la liberté de dire qu'on a quelques... Ah ben, tout à fait, on a le droit de répondre. Mais tout à fait. Je suis complètement d'accord avec Sonia Mabrouk, moi. Moi aussi. Je suis complètement d'accord avec Sonia Mabrouk. Excusez-moi, on l'a dit ici. Faut arrêter la cérémonie d'ouverture. Oui, il y avait énormément de choses bien. Ce que j'ai dit, on a vu que Paris était la plus belle ville du monde. Oui. Et il y avait 3-4 tableaux qui étaient quand même, qui n'avaient pas leur place dans la cérémonie d'ouverture. Daniel. C'est-à-dire qu'on avait un peu l'impression que l'histoire de France commençait en 1793. Ouais, et puis je trouve que de montrer une tête coupée, c'était peut-être pas l'époque. Ce qui est fou, c'est cette quasi-censure de la part de Léa Salamé, de Christophe de Chavannes, de France 2. Je trouve qu'elle a été très soft dans ses propos, Sonia Mabrouk. Elle n'a pas dit j'ai détesté, c'était très mesuré. Directement, on lui rentre dedans, mais qu'est-ce que t'as pas aimé, c'était parfait, etc. Moi, je suis désolé, je vais aller plus loin. Moi, je n'ai pas aimé la cérémonie. Il y avait des trucs magnifiques, il y a des choses que j'ai pas aimé du tout. Alors oui, c'était magnifique, Paris, c'est la plus belle ville du monde. Ils avaient 122 millions d'euros pour le faire, c'était un très beau spectacle. On a le droit de dire qu'on n'a pas aimé certaines valeurs qui ont été mises en avant dans cette cérémonie. Et là, on se fait tomber dessus directement. Il y a un côté sectaire que j'aime pas. C'est insupportable. Heureusement qu'ils ne sont pas tombés sur moi. Là. Je peux te dire, ça n'aurait pas été la même. Je suis pas Sonia, elle est très gentille, très sympa. Elle a bien répondu d'ailleurs. Elle a répondu à beaucoup d'élégance et de gentillesse. Elle a raison. Moi, je suis totalement sous le charme de Sonia Mabrouk. Non, mais on s'en fout. Qu'est-ce que tu penses de la séquence? Quel abruti celui-là. Mais c'est pas possible. Mais sans rigoler, qu'est-ce que t'en penses? Non mais c'est insupportable cette fille. Non mais moi il y a eu des trucs dans la cérémonie, pour moi c'est le woke absolu. Ils ont gâché la fête. Je supporte pas. C'est ça qu'elle aurait dû dire. Et encore, oui, elle a raison, c'est le woke absolu. Et je suis désolé, moi, Léa Salamé, voilà. Moi je pense que c'est ce qu'elle voulait dire. Le woke et les tableaux, quand on critique les religions, quand on a critiqué la religion. C'est insupportable encore de critiquer la religion. Les monuments, on les a vus en vrai. Bah oui. On les a vus. Et moi, le truc, je vous l'ai déjà dit, le tableau, il critique la religion. C'est ça. Le trouple, c'est n'importe quoi. Les enfants, mon fils qui regarde la cérémonie d'ouverture des JO, j'ai pas envie qu'il voit un troupe. Je suis désolé. Les mecs, je veux qu'il voit une troupe de danseurs, oui, mais pas un troupe. Je suis désolé. Non, mais je suis désolé. Franchement, c'est vrai.
Voilà, et donc Sonia Mabrouk l'a dit, je pense que c'est ce qu'elle voulait dire, mais comme voilà, là-bas quand même, voilà. Le mieux, c'était le cheval qui traversait la Seine. Ça, c'était le climax de la cérémonie, le cheval qui traversait la Seine. Ça, c'était exceptionnel, c'était reçu dans le monde entier. Et le pire, c'était les apôtres en talons avec une plume dans le cul. Ça, c'était vraiment, ils ont tout gâché avec ça. Bah oui, mais c'est vrai, mais il a raison. C'était horrible. Il a raison, c'est horrible. C'est horrible. Je suis désolé, c'est horrible. Moi, j'ai adoré. Oui, mais vous êtes woke, c'est normal que vous ayez aimé. Vous êtes la woke de l'équipe, on en avait besoin d'une, on vous a trouvé. Il y a Benaïm et vous, on en a deux, c'est les doubles woke. Non, mais c'est vrai, on le sait, voilà, vous êtes des woke, mais vous avez tout à fait votre place dans l'émission. On a le droit d'aimer comme on a le droit de pas aimer. Exactement, mais vous êtes les Ewoks, exactement. Alors, toujours dans quelle époque? Alors, je n'ai pas vu la séquence. C'est ce que voilà, il paraît qu'Arthur a été invité dans quelle époque, et apparemment, ils ont montré une photo de moi. Voilà, donc ils montrent toujours des photos de moi dans leur émission. Voilà, mais je ne sais pas, je le découvre avec vous. Par contre, vous, je vais vous dire ce que je vais vous dire à la fin de l'émission. Je vous dirai rien, vous recevrez seulement un courrier. Regardez. Arthur qui a bien marché. Cyril Hanouna. Je le connais depuis 30 ans, Cyril. Est-ce qu'un jour, tu pourrais m'expliquer combien il y a de personnes dans ta tête? Alors, la photo, par contre, elle est horrible. La photo, ils sont pas gentils, là. Non, mais la photo... Mais non, mais je sais, je peux pas les blairer, eux. Non, mais je lui ai dit, d'ailleurs, Léa Salamé, je lui ai dit, arrêtez de me mettre dans les photos. C'est n'importe qui, c'est-à-dire même un mec qui m'a croisé une fois dans la rue, mon boulanger, ils vont mettre... Non, mais c'est un truc de fou. Alors, Arthur, alors, il y a beaucoup... Ouais, je sais, il y a beaucoup de monde dans ma tête, Arthur, il le sait, moi, c'est... Voilà. Mais c'est pour ça que je m'amuse. Je continue à m'amuser parce qu'il y a tellement de monde dans ma tête qu'à chaque fois, voilà, il y a Gilles Verdez, il y a tout le monde. Non, et Arthur qui a bien marché d'ailleurs, qui veut gagner des millions, ça a cartonné, le week-end, les trucs. Bon, vous voyez, j'ai découvert comme vous voyez ou pas. Mais c'est vrai que Léa Salamé et tout, les woke, là, je peux plus, moi. Excusez-moi. Je me suis jamais lâché sur elle. Mais montrer votre photo, c'est pas wokiste. Non, c'est insupportable. Elle veut toujours faire du buzz sur mon dos, c'est insupportable. Je n'en peux plus. Voilà, je vais finir par l'appeler. Déjà que... Non, mais c'est vrai. Elle attendait une autre réponse d'Arthur, peut-être. Peut-être qu'elle attendait une autre réponse. Ah, bien sûr. Et Arthur l'a bien piégé parce que je pense qu'elle attendait à ce qu'il me fracasse. Exactement. La réponse d'Arthur. Bravo à lui, d'ailleurs. Parce que franchement, bravo à lui, parce que je pense qu'elle attendait qu'il me fracasse. Et là, elle s'est dit, ah bah merde. Alors, et sachez que, vous savez ce qu'ils ont fait? Quand il y a des gens qui disent du bien de moi sur la photo, ils l'enlèvent. Ils l'enlèvent. La séquence n'existe pas. Il y a plein d'invités qui m'ont dit, putain, il m'a montré une photo de toi, j'ai dit du bien. Et derrière, bah non, ça passe à la trappe. Donc merci. Léa Salamé, c'est comme ça, c'est le service public. Merci, Léa Salamé. Léa Salamé, d'ailleurs, qui était chez nous avant, elle était sur CNews. Elle était sur CNews. Elle est même venue me voir. Elle venait me voir tous les jours pour me demander des conseils sur le métier. Vous voyez ou pas? Elle est venue ici, d'ailleurs. Elle a une drôle de façon de me remercier. Oui, exactement. Mais c'est vrai. Et puis on a fait la promo pour son émission. Il y avait Christophe de Chavannes et tout pour la première. Et même j'adore Philippe, que j'adore. Et Christophe, voilà, qui était là. Et c'est vrai qu'elle a une drôle de façon de me remercier. Léa Salamé. Et elle m'avait même demandé à l'époque, je vous le dis, elle était venue me voir dans les couloirs. Elle m'avait dit oui, il y a Catherine Barma qui me propose avec Laurent Ruquier d'intégrer France 2. Est-ce que tu penses que je quitte CNews ou pas? Et je lui ai dit écoute, je pense que c'est une magnifique opportunité pour toi. Il faut que tu y ailles. Et puis voilà, iTélé à l'époque, iTélé s'en remettra. Et je pense que tu as une belle carrière qui t'attend sur France Télévisions. Et voilà, donc voilà, écoutez, je vois ces remerciements. Elle pourrait mettre une autre photo de moi. Merci. Mais bon, vous savez, il y a pas dans le métier, je vais vous dire, franchement, on connaît. Voilà. Après, maintenant, voilà, elle est là où elle est. On verra si elle tient aussi le meilleur longtemps. exemple. Elle verra si elle tient aussi longtemps qu'Arthur ou que moi ou que Nagui. J'en suis pas si sûr. À tout. Touche pas à mon poste. Parfaitement. Oui, bon, j'ai le public. Alors, j'ai commencé à tirer. Ceux qui vont dîner avec moi pendant... là, ça va être dans les 2 semaines. On va aller dîner avec 10 personnes du public. Sachez-le, j'ai tiré des gens. Ces gens ne me conviennent pas. On recommence à zéro. J'ai 2 solutions. Ou j'annule tout. Je dissous. Je dissous le tirage. Ou bien, j'invite tout le monde au restaurant. Pour l'instant, je suis plus sur une dissolution. Je vous dirai comment ça évolue pendant l'émission. D'accord, les chéris? Pour l'instant, je suis sur une dissolution. On verra. Merci. On verra. Les chéris, l'image de ce week-end, c'est enfin ce nouveau gouvernement. Ça, il est arrivé. Alors, personne ne me dit rien. Avec Gauthier Lebray, mon ami Gauthier, on vous a tout donné, personne ne me dit rien. Enfin, c'est vous qui avez tout donné à Gauthier. Non, c'est pas vrai. On a fait un travail d'équipe. Non, sans rigoler. Non, mais Géraldine. C'était pas Gauthier. Ah, ben c'était impressionnant. Non, c'est Gauthier Lebray. Non, franchement, on le savait, nous, J-8, en fait. On était au courant de tout, tous les noms. On l'avait dit à la radio. Vous avez tout coché. On avait tout coché. Exactement. On a eu une erreur. Une erreur. Ministre de l'Éducation.
Parce que, Mais parce qu'elle a été dépluguée pendant le week-end. Exactement, elle a été En fait, dépluguée. c'était Rachida qui était prévue. Je sais, exactement. Non, après, non, il y a une autre femme, il y a Violette qui était prévue. Oui. Violette Spielboot. Exactement, oui, merci. Voilà. Par contre, vous êtes toujours là pour donner les infos une fois qu'elles sont tombées. Non, mais lui, il donne jamais un scoop. Il donne les infos après qu'elles sont tombées, il dit toujours, je le savais. Je complète l'information. Ouais, non, mais vous saviez rien du gouvernement. Ce qui manque ici. C'est incroyable. Bah ouais, vous savez quoi? Vous allez bien nous manquer. Vous allez voir. Non, mais c'est vrai. Donc, Michel Barnier a annoncé samedi les noms des nouveaux ministres, au total 39. Et il y a Gérald Darmanin qui a cédé sa place à Bruno Retailleau aujourd'hui, donc il devient nouveau ministre de l'Intérieur. Et il a dit une phrase, Gérald Darmanin, qui a énormément fait parler. Je voudrais votre avis là-dessus. Regardez. Je m'appelle Gérald Moussa Jean Darmanin. Mon père, à la maternité de Valenciennes, voulait écrire Moussa Darmanin, du nom de mon grand-père, tirailleur algérien qui avait servi la France. Il est assez évident, si nous sommes honnêtes, que si je m'étais appelé Moussa Darmanin, je n'aurais pas été élu maire et député, et sans doute n'aurais-je pas été ministre de l'Intérieur du premier coup. Ça n'aurait retiré rien de mon éducation, rien de mon mérite, rien de mon amour de la France, mais il faut regarder les choses en face. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Verdouze? Je suis totalement d'accord avec lui. Ah oui. Si je m'étais appelé Souleymane Verdès, j'aurais jamais trouvé de job, il faut être clair. Arrêtez de dire des conneries. Comme lui, Genre, je vous aurais pas pris. Non. Vous, oui, mais il a raison. Et alors, vous travaillez avec qui? Non, mais il a raison, Cyril. Okay. Oui, mais moi, je vous aurais pris. Oui, vous m'auriez pris. Donc, vous auriez gagné autant d'argent? Oui, si vous voulez. Donc, vous êtes un menteur. Okay. Voilà. Il y a un racisme qui subsiste en France, qui pour moi est même en accroissement depuis quelques mois et qui fait que quand on s'appelle Moussa, Ibrahim, on a plus de difficultés à trouver. Alors Jean-Michel n'est pas du tout d'accord. Oui, mais c'est Jacqueline Dati ou Rachida Dati, d'après toi, là? Non, mais globalement. Globalement, quand ça t'arrange pas, c'est globalement. Excuse-moi, c'est complètement débile. Monsieur Darmanin, il est autrement plus crédible que moi. Oui, ça, je confirme. Voilà. Voilà. Non, mais même pas que pour dire ça, pour tout. Bon. Oui, Jean-Michel. Bah non, je suis désolé. Maintenant, il y a des gens qui ont des prénoms d'origine maghrébine ou d'autres pays comme ça qui arrivent à percer. Non. Ah bon? Oui, mais ils sont obligés de changer de prénom. Non. Ah bon? Bah oui, quand ils envoient des CV, ils sont obligés de changer de prénom. Alors, l'autre, non, mais l'autre, Ousmane. C'est Othman. Othman. Bah oui. Othman Narou. Nasrou, oh là là. Mais quelle banane flambée, ce mec. C'est Othman Nasrou, il vient tout le temps ici, Othman. Je sais, là, derrière. Ah oui. Lui, il n'a pas changé de nom. Bah oui, vous devriez, par contre. Bon, pas qu'on vous reconnaisse pour repasser dans l'anonymat. Non, mais oui, Géraldine. Moi, je déteste cette sortie de M. Darmanin. Pourtant, vous l'aimez bien. Oui, je l'aime beaucoup, mais là, je trouve que c'est pas une sortie qui va dans le bon sens. J'aime pas du tout cette sorte d'essentialisation d'un pays, la France, qui serait raciste. Et en fait, une sorte d'injonction à suivant ton nom, en fait, tu es conditionné pour ne pas réussir. En fait, comme l'a dit Rachida Dati, en fait, c'est exactement le contraire qu'elle veut montrer, en fait, comme exemple. Quand on s'appelle Rachida ou quand on s'appelle Othman, en fait, c'est la méritocratie, c'est on bosse. On n'est pas condamné à pas réussir parce qu'on s'appelle Rachida ou Othman. Ben non. C'est pas ce qu'il dit. Quand même. Il dit que c'est quand même une réalité aujourd'hui. Non, il dit pas ça. Pour moi, il dénonce une réalité. C'est bien de dire des vérités, je trouve, mais pourquoi les dire quand on part? Mais alors, s'il y avait quelque chose à déclarer, autant le dire. Non, parce que tous les ministres font ça, ils parlent le dos quand ils partent. Oui. Bah non, mais si on veut des gens naturels et qui disent ce qu'ils pensent vraiment, qu'ils le disent quand il est en. Oui, mais je suis d'accord avec ça. Gérald Darmanin, il disait des trucs tout le temps. Il n'a jamais eu sa langue dans sa poche. Il y a Jordan Bardella qui a réagi. Il serait intéressant que Gérald Darmanin explicite ses propos. Que considère-t-il comme raciste? Les habitants de Tourcoing, les membres de l'institution policière, les Français en général. Cette déclaration est une injure à la France qui lui a tout donné et qui donne leur chance à tous ceux qui la respectent. Voilà, après, je pense qu'il voulait parler de lui, en fait, aussi. Oui. Darmanin. Il a une histoire incroyable. Bien sûr. Une histoire incroyable. Il voulait aussi avertir M. Retailleau qui était là et qui veut durcir les lois sur l'immigration. C'est aussi une intervention politique. Justement, Bruno Retailleau, il veut rétablir l'ordre. C'est ce qu'il a dit, l'ordre dans l'ordre. Alors, du côté du ministre de l'Éducation, on a vu arriver Anne Génotet. Alors, on la connaît pas bien, mais lors de son discours, elle a pensé à beaucoup de monde, mais à vraiment beaucoup de monde. Regardez. En entrant dans ce ministère, je pense à mon arrière-grand-mère, je pense à ma grand-mère, je pense à ma belle-mère, je pense à ma tante, à ma sœur, je pense à cette lignée de hussardes de la République, je pense à tous nos professeurs. Il n'y a personne d'autre ? C'est incroyable, ça. C'est peu quelque chose, cette famille, moi je regardais, je l'ai, ta sœur je l'ai, ta sœur je l'ai. Alors, lors de la passation de pouvoir entre Gérald Darmanin et Bruno Retailleau, ils ont eu la visite d'un invité surprise. Regardez, et ça, c'est toujours une darka.
mais aussi face aux outrances des autres. Vous n'avez jamais faibli. Vous avez toujours vaillamment défendu l'honneur. Ils sont cons, mais ça rigoler. Ils sont cons. Bah, et c'est vrai que Gérald Darmanin, c'était un grand ministre de l'Intérieur. Il restera quand même. Ah, oui, voilà. oui, oui. Voilà. Indépendamment. Mais Retailleau, il est ferme. Ah, c'est un dur. Mais ça va pas rigoler. Je peux te dire qu'il va te défoncer, toi. Non, mais indépendamment de toute considération politique, son discours de départ, il était très émouvant. Incroyablement émouvant. Très émouvant. Wow, c'est vrai. Franchement. Autre petit souci pour Éric Dupond-Moretti, qui part. Pas trop triste. Il y a des gens tout à l'heure, ils me demandaient est-ce que tu connais Didier Migaud? J'ai dit quoi qu'il arrive, je le préférerais à l'ancien. Je le dis, quoi qu'il arrive. Donc moi, je suis un migotiste maintenant. Non, franchement, je suis un migophile, quoi qu'il arrive. Didier Migaud, donc il devait donner à Didier Migaud le coffret de bois où sont gardés les sceaux de la République. Le souci, c'est que l'ex-ministre de la Justice, il a un peu mal évalué le poids de la boîte, pour vous dire qu'il l'a jamais soulevé. Hein. Regardez. Très bien. Votre ami, vous l'adorez? Absolument. Qui ça? Dupond-Moretti? Absolument oui. pas. Ah, d'accord. Okay. Enfin, on aura peut-être enfin un ministre de la Justice qui n'est pas applaudi quand on arrive dans les prisons. C'était quand même un signe dès le début du fiasco de l'entreprise, quoi. On peut pas... Non? Ça va, vous, sinon? Ah non. Il y a plein de gens qui nous regardent dans les prisons. Hein, voilà. Mais bien sûr, même quand les prisonniers applaudissent le ministre de la Justice, on voit bien qu'il est plus avocat. Il y a qui m'applaudissent, moi. Jean-Henri, tu vois, je veux que tout le monde... Ça n'a rien à voir, c'est pas le ministre de la Justice. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je crois que Valou, elle aime bien. Quoi? Non, j'ai dit que ça ne préjugeait de rien. On ne savait pas encore ce qu'il allait faire comme action. Ça préjuge qu'il va être très laxiste. Il aurait pu être copain avec Genaï. C'est parce qu'il avait été avocat et que c'était... Oui, c'est ça. Oui, mais bon, il n'avait rien à faire là-bas. On l'a vu de toute façon. Il sera beaucoup mieux, autre part. Je ne sais pas où, mais il sera mieux quelque part chez lui. Les nouveaux ministres sont ensuite arrivés à l'Élysée pour assister au premier Conseil des ministres. Il y avait deux types de ministres. Ceux qui étaient en mode fashion, qui pensaient être sur un podium pour défiler, et de l'autre côté, Gilles Averrousse, le nouveau ministre des Sports. Qui avait mis ses nouvelles baskets, regardez. Les chéris, j'ai pris une grande décision, étant donné que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Sachez que je vais inviter 10 personnes, 10 tweetos, 10 personnes sur les réseaux, qu'on va sélectionner, qui vont dîner avec moi. Et j'invite également tout le public de ce soir. Merci les chéris, ça me fait plaisir. C'est pour moi, c'est cadeau. Bien sûr, quand je dis j'invite, c'est je vous amène là-bas et vous payez pour moi. Merci. Bien entendu, on verra ça plus tard, bien entendu. Oui. Il a une question? Pas du tout, c'est elle. Il a demandé si c'était sur votre yacht. Je me dis ça, t'es pas bien, toi. Dans ma yourte. Voilà, exactement. Voilà, merci. Big Laoui est arrivé, j'aimerais un petit peu de concentration, s'il vous plaît. Big Laoui, expert people et testicules. Merci d'être là. Merci d'être là, Big Laoui. On parlait de Marc Lavoine il y a un instant avec Adrien Carambeau. Vous étiez à la soirée. Et c'est vrai que ça a encore reparlé ce week-end. Tout le monde ils n'ont pas arrêté. Et il y a Kelly qui voulait nous dire quelque chose sur cette affaire. Mettez-le derrière. Mettez les images derrière, bande de khmad. Oui. Est-ce qu'on peut laisser les gens un petit peu être heureux? Voilà. Je pense qu'ils sont tous les deux heureux. Ils le traduisent différemment. Je pense que si elle n'avait pas voulu se faire galoche, elle se serait décalée ou elle leur aurait fait comprendre. Ils en auraient parlé avant. C'est compliqué de dire à ton mec devant tout le monde. Je pense qu'elle a du caractère. Elle sait parler. Elle a du caractère. Moi, j'adore les deux. Et à un moment donné, ils veulent montrer leur amour. En plus, tu dis que c'est un forceur, mais je te signale que c'est... Non, pas forceur, j'ai pas dit ça. Pas forceur. Tu veux qu'on fasse le truc? Attends.
Elle lui a fait du rentre-dedans en première. J'ai pas dit forceur. Non, oui, ça se dit plus. Non, forceur, ça fait comme s'il l'a agressé, c'est pas ça. Mais c'est un peu comme dans L'amour et dans le pré. Ils sont tellement contents d'avoir retrouvé l'amour qu'ils font des salades de langue un peu intempestives, un peu voilà. Alors quand j'ai dit forceur, c'était l'expression. Il n'y a rien de grave. Mais c'est quand même elle en première qui lui a fait du rentre-dedans publiquement. Donc après, s'il est là, il trouve des galoches et ils montrent leur bonheur. Il n'y a rien de grave. Non, oui, calme-toi. Non, sautille un peu. Oui, non, alors, moi j'étais là. Adriana disait à l'oreille de Marc, embrasse-moi. Non. Voilà. Non, bien sûr. Mais arrêtez, mais d'où t'as entendu, toi? Mais bien sûr, j'étais à côté. Comment tu peux entendre avec tes glaouis, ça arrive sur les oreilles? Non, mais vraiment. Donc il n'y a pas du tout d'agression, de force. J'ai jamais dit ça. Jamais. Jean-Michel, il faut Non, j'ai mis ça. Je dis seulement, et j'ai connu ça, c'est quand tu étais un peu en dépression parce que ton amour de jeunesse, t'as quitté, etc. Il était un peu en dépression, ça se voyait même dans ses chansons. Et quand tu retrouves l'amour, du coup, t'en fais un peu trop pour montrer peut-être à ton ex, en tout cas à tout le monde, que t'es à nouveau heureux. Et du coup, t'en fais un peu trop, c'est tout. C'est grave ou pas? Moi, je trouve quand même qu'elle devient une femme presque objet, une femme trophée. Pas du tout. Alors, c'est mal à connaître. Laissez-moi, la scène me gêne, contrairement à Kelly. Parce que je trouve qu'on dirait qu'il est tellement content. Il est content, ce que j'ai dit, il est content. Oui, mais il en fait trop. Il est content, il est content. Mais elle aussi, elle est heureuse. Elle est heureuse aussi. C'est gênant, vous voyez bien que c'est gênant. Tout le monde est content. Mais pourquoi c'est gênant, le bonheur? Mais pourquoi tout le monde en parle, alors? Parce que c'est beau. Mais Gilles, c'est elle qui le voulait en premier, c'est quoi le problème, en fait? Tu vois bien que sur tous les réseaux, tout le monde dit que c'est un peu gênant. Elle a tout fait pour l'avoir. Et c'est génial, ils sont des rageux et des jaloux qui disent ça. Il aurait voulu. Non, mais c'est bizarre, Gilles, que tu dises en fait que c'est une femme trophée alors que c'est une femme forte, c'est une femme indépendante, c'est une femme qui a toujours voulu faire ce qu'elle a fait, qu'elle a mené sa carrière d'après mannequin de manière incroyable. Enfin, c'est pas du tout une victime dans ce truc-là. Il la considère comme une femme. T'es dans la vie intime des gens. Il dit ce qui s'est dit sur les réseaux aussi. Mais Gilles, t'es le premier à acclamer haut et fort ton amour pour ta femme et bravo à toi. Si je l'embrasse comme ça, je me fais complètement jeter. Mais c'est mignon de faire ça. On dirait, regardez, alors j'ai eu mal pour lui, on dirait un gosse qui exhibe son jouet de Noël, qu'il l'aime, je n'en doute pas, mais ce n'est plus un ado, je le croyais plus classe. Voilà, il y a des petits trucs comme ça. En fait, c'est sexiste parce que c'est une belle femme, c'est ça, on n'a pas le droit de sortir avec une belle femme. Parce que c'est une belle femme, c'est une femme objet, c'est ça qu'ils sont en train de dire les gens. Il est fier d'être avec elle, c'est une femme qu'il aime, il a le droit de le faire. Enfin, on n'a plus le droit d'embrasser. On est obligé de la galoche toutes les 2 secondes. Pourquoi ce serait pas lui l'homme objet? Vraiment, je vois pas où est le problème. Daniel, ça t'aurait déplu, toi, de te faire galoche? Mais moi, je faisais pas galoche en public. Ah ouais, voilà. Excusez-moi, est-ce qu'on peut quand même parler de l'Instagram et des réseaux de Jean-Mi où il expose sa femme et c'est très bien? Il n'y a pas une galoche. Non mais attends, vous êtes à moitié à poil tous les deux sur les photos. On est à la piscine, c'est en été. On est en été au bord de la piscine, en fait. Cyril, défendez-moi, merci. Mais c'est bien. Il a raison, il est à la piscine, il va pas se mettre en doudoune. Mais c'est bien, j'adore. Merci. Et Benaïm qui exhibe patoche comme un... mais c'est vrai. Les chéris, Fabien Lecoeuf, merci d'être là. On a des infos aujourd'hui. Il y a eu un cambriolage homejacking. Homejacking, ça date déjà de 8 mois. Homejacking, qu'est-ce que j'ai dit? Ah non, homejacking. Il y a eu une agression chez Jean-François Piège, ce célèbre cuisinier étoilé. Et ça s'est passé dans la nuit du 25 au 26 janvier de cette année. C'est pareil. Quoi? Dans la nuit du 25. Mais c'est pas, 25, pas des infos du jour? Non, mais... 25, les infos du jour. Septembre. Non, les infos du jour, c'est qu'on a arrêté les 5 personnes, mais sur cette fameuse agression qui datait du 25 et 26 janvier 2024. Ils ont enfin été arrêtés grâce à la télésurveillance qu'il y a dans les villes et grâce au téléphone portable, puisqu'il y a un traceur sur tous les téléphones et on arrive à savoir si les personnes étaient dans la même rue à ce moment-là. Ces jeunes ont été placés tous, la plupart en garde à vue, arrêtés, donc 3 sont en garde à vue sur les 5. Mais ils ont quand même mis beaucoup de temps pour les attraper quand même depuis le mois de janvier. Oui, mais bon. Ça prend un peu de temps. C'est des mineurs de 16 à 17 ans au moment des faits, extrêmement dangereux, qui ont été interpellés en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne. Et maintenant, la grande question, c'est quel était le commanditaire? D'accord. Parce que c'est impossible que ces jeunes qui ont repéré la veille, ces jeunes n'ont pas les moyens d'avoir une logistique, n'ont pas les moyens de savoir qu'il y avait un butin de 150 000 euros. Donc voilà, quel est le commanditaire qui n'a pas encore été identifié? 150 000 euros l'évaluation au mois de janvier de cette année. Et là, depuis une semaine, on est à 300 000 euros. Entre les bijoux, les sacs de marque, les ordinateurs, etc. Enfin, il y a des matériels. Ça révèle qu'il y a un grand réseau de têtes qui utilisent des jeunes pour faire des coups pareils. Exactement. Brigitte Bardot s'en prend violemment aux enfants d'Alain Delon.
Ah oui, elle s'est exprimée. Vous avez l'air étonné quand je vous dis un truc. C'est toi qui lui donnes ça. C'est moi qui lui donne l'info. C'est moi qui lui donne les infos. Non, moi j'ai une autre. Ah bah oui. J'ai une autre info. Non, mais déjà on peut s'arrêter sur cette info. C'est quoi l'info? En restant sur Alain Delon, bien sûr. Bon, elle s'est exprimée pour dire que finalement il avait été presque. Qu'est-ce qu'elle a dit, Brigitte? Tu nous donneras ton info après, parce que c'est bon. Elle a dit qu'il était prisonnier chez lui. Voilà, d'accord. Et ça lui fait mal. Voilà. Elle dit qu'il est parti dans des conditions terribles. Et elle dit que personne ne pouvait plus lui parler. Alors il s'appelait pour fêter leurs anniversaires réciproques. Mais elle dit que les enfants avaient créé une distance qui faisait qu'elle, qui se dit proche d'Alain Delon, ne pouvait même plus converser librement avec lui. Et vous, c'est quoi votre info? Bravo. Non, simplement. Moi, j'ai une info beaucoup plus émouvante. Oui, c'est quoi? Parce que ces 3 enfants, que ce soit Anouchka, que ce soit Anthony ou Alain Fabien, ont respecté la dernière volonté d'Alain Delon. On n'en a pas beaucoup parlé. On sait cette confidence depuis que le garde du corps a donné cette information, l'ancien garde du corps d'Alain Delon. Il était sur mon plateau? Daniel. Oui, Daniel, absolument, ouais, Daniel. Ouais, il a expliqué que, vous savez, qu'il voulait être enterré avec son chat à 3 pattes. C'est-à-dire qu'il avait... Quelle lourdeur. Mais laissez-moi... Non, mais laissez-moi aller au bout. Laissez-moi aller au bout. Vous savez que quand Alain Fabien et Anouchka étaient enfants, un jour, ils ont trouvé un petit chat qui a été renversé par une voiture. Ouais. Ils ont amené le chat chez le vétérinaire, en région, et Alain Delon a fait envoyer son hélicoptère pour emmener ce petit chat chez le vétérinaire à Paris, celui qu'il connaissait bien, et qui soignait tous ses animaux. Ouais, alors ce petit chat a été sauvé, mais il est mort il y a déjà plusieurs mois. D'accord. Ils l'ont mis au congélateur, c'est-à-dire qu'ils l'ont... Notre gueule. Non mais t'imagines ou pas? Non mais laissez-moi aller au bout. Excuse-moi, qui veut des Captain Igloo? Faut pousser le chat quand même. Hein. Les gars, c'est relou. Non mais ça devient relou le chat, sans déconner. On veut pas. Qui veut des brocolis? Faut chier, putain, les mecs. Non mais papa, faudra vraiment que tu pousses le chat un moment. On peut plus. Qui a déjà mangé une pâte en plus? Alors oui. Non. Donc il a été congelé. Et sa dernière volonté, c'est d'être enterré avec Poupous. La dernière volonté du chat? Tais-toi. Non, la dernière volonté d'Alain Delon, oui, c'est d'être enterré avec Poupous, le nom de ce chat. Je sais que l'histoire de... Non mais si on peut pas raconter, c'est... S'il vous plaît. Non mais c'est bon. Et donc, il voulait tuer son chat. Donc la dernière volonté, ils lui ont mis Poupous dans son cercueil. C'est 3 pouces. Donc ils ont mis Poupous. Ils l'ont mis dans son cercueil parce que c'était sa plus grande volonté. Et là, moi, je veux saluer quand même les enfants parce que de respecter cette volonté quand même un peu particulière. Oui. Alors il fallait chercher Poupous. Voilà. Non mais c'est formidable. En tout cas, ils ont respecté et ça, faut saluer souvent les enfants. Ils ont respecté Poupous. Parce que c'est important, c'est pas commun ce genre de volonté. Et ils ont respecté cette volonté et c'est tout à leur honneur. Non, mais Bernard Montiel, il veut être enterré avec Pipis. Non, mais c'est bon, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Non, ce qu'a pointé surtout Brigitte Bardot, c'est qu'au téléphone, ce n'était plus Alain Delon qui répondait. Et ça, on l'a bien dit par rapport à Héromir Rollin qui répondait à sa place. Et ça, c'est vrai. Oui, merci. Super. C'est plus marrant, Fabien Lecoeur. Hein, oui. Ah oui, ça c'est sûr. Merci. Non, mais c'est important, personne n'ose en parler. Parce que bon, ça paraît. Non, mais de cette histoire et tout ça. Mais je trouve que le garde du corps a eu ce courage d'en parler. Bien sûr. Et c'est tout aussi à son honneur, comme les enfants. On revient vers vous dans un instant. Comme vous le voulez. Oui. Villa, victime d'une violente agression en pleine rue, c'est vous ou c'est Michel? Moi. Ah non, je ne fais pas les agressions. Merci. Bonsoir, Cyril. Bonsoir. Je fais pas ça, il s'occupe des chats. Je fais pas ça. Non, je fais pas ça. Le chat oui, mais là... C'est un tube, ce mec, c'est un fou, ce gars est fou. Je fais pas ça. On se calme, c'est important, là, c'est grave. C'est grave. Mila a été agressée. Alors Mila, on va rappeler cette jeune fille connue pour avoir été la cible d'attaques sur les réseaux après avoir tenu des propos sur l'islam. Très violents contre l'islam. Ouais. Et elle a été victime de cyberharcèlement et des harceleurs ont été condamnés. Exactement. Depuis 2020. Exactement, oui, Michel. Et donc, elle a été agressée à Lyon vendredi, alors qu'elle sortait d'un magasin rue de la République, là, au niveau des Cordeliers, par un individu qui a commencé à lui dire « Wesh, c'est toi, Mila, la grosse pute, je te nique ta mère, grosse salope. » On coupe. Oui, mais c'est... Je suis désolé, c'est le texte. Non, mais là, l'émission, vraiment... Ça va pas, s'il vous plaît. Quoi? C'est le texte. C'est quoi l'histoire, alors?
ce mec l'agresse à la sortie de ce magasin. Oui, vous avez le rapport, donc oui. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a dit, wesh, c'est toi Mila, la grosse pute, je te nique ta mère, grosse salope. Et il sort son téléphone portable, mais c'est pas drôle, c'est comme ça. C'est pas drôle du tout. C'est comme ça que ça s'est passé. Et ça a dégénéré en bagarre parce que Mila s'est pas laissé faire, elle lui a dit, c'est toujours les mêmes qui nous emmerdent. Et c'est parti en javel. Non, mais ce qui nous fait rire, c'est parce que dans votre bouche, c'est forcément. On s'y attendait pas, Michel. Je vous dis la vérité. Voilà, c'est Michel. Alors j'ai cru que vous adressiez à quelqu'un autour de la table. Non, je transpose. Non, mais et donc ça a été extrêmement violent après. Ça a été extrêmement violent. Et Mila s'est pas laissée faire. Elle s'est battue physiquement. Elle a mis des coups de pied, des coups de poing. Et elle a même expliqué qu'elle lui avait mis un coup de pied dans son service 3 pièces. Là encore, je ne fais que relater ce qu'elle a dit. Ouais. Moi, j'en peux plus, je vais me barrer. Moi, je vais me barrer, je vous le dis, je vais me barrer. Ça va se terminer comme ça. Non, mais c'est incroyable. Elle lui a mis dans son costume 3 pièces, donc. Son service 3 pièces. Service 3 pièces. Pas le costume, je crois qu'il n'était pas en costume. Non, mais Mila donc, alors, c'est vrai que voilà, Gilles, c'est même vous, je sais que vous n'êtes pas fan. C'est quand même inadmissible, elle se fait agresser tout le temps. Inadmissible. Ouais. Il y a eu plusieurs agressions au fil d'une promenade. Et puis l'homme, qui a été arrêté après, qui a 20 ans, qui est de Rieux-la-Pape, qui est connu des services de police. L'homme a été extrêmement violent avec elle. Et c'est vrai qu'elle a été aidée, sauvée par un migrant, auquel d'ailleurs elle a rendu hommage. C'est fou, c'est dingue. C'est bien, voilà. Elle a reconnu qu'heureusement qu'il était là à ce moment-là. C'est vrai que ça a été extrêmement violent, avec des coups, et les policiers sont intervenus, et elle a porté plainte immédiatement. Elle a aussi été victime en 2003 d'une agression sexuelle. Je sais. Gilles Verdet, affaire Kylian Mbappé, Nicolas Sarkozy, sans filtre sur le joueur. C'est chez vous? Non. Merci. Pas ça non plus. Alors, des spécialistes. Nicolas Sarkozy, c'est intéressant parce que non seulement ancien président de la République, mais très proche du PSG et du président du PSG, très proche du club, très grand connaisseur du club. Il va tout le temps au Parc des Princes voir les matchs et il explique son admiration pour Kylian Mbappé, le joueur. Mais tout de suite après, il dit qu'il ne comprend absolument pas comment Kylian Mbappé est parti dans ces conditions. Qu'il parte, qu'il exauce son rêve d'aller au Real Madrid. Oui, mais pas comme ça. Sous-entendu, il n'aurait jamais dû partir libre. Et ça rejoint nos débats d'ici. Il ne comprend pas comment un joueur auquel le PSG a donné des sommes folles peut partir sans une indemnité de transfert à son club. Voilà. Donc c'est un bon tacle quand même à Mbappé. Alors il fait attention parce qu'il utilise un langage diplomatique. Ouais. Mais quand même, c'est un bon tacle... Bravo. Pour Mbappé. Bravo, Nicolas Sarkozy. Ça aurait pu être dans mes coups de cœur, ça. Oui, vous avez des infos sur Kenji encore? Ah oui, Kenji Girac, ça c'est fantastique ce qui arrive maintenant. Ça y est, parce qu'ils ont annoncé la tournée qui démarre le 26 janvier 2026, je précise. Il y a 30 villes. 26, Lille, il y a Bordeaux, il y a Le Mans, on a le temps de voir. Marseille, oui, mais surtout il passe à Boulazac. Boulazac, vous savez, c'est là où sont imprimés. Non, mais c'est exprès, c'est pas possible. C'est quoi cette ville? Pourquoi Boulazac? Non, mais sortez-moi de là. Il passe à Boulazac. Non, mais Boulazac, d'abord, les Français connaissent bien cette ville. Non, je crois pas. C'est en Dordogne. Boulazac. Boulazac, c'est là où on imprime tous les timbres en France. C'est l'usine de timbres. C'est du papier monnaie, le timbre. Mais c'est à côté de Périgueux, où est né Kenji Girac. Donc, c'est un événement parce qu'il a un coup de cœur d'aller se faire ce concert à Boulazac. Il fait et surtout un concert à l'Arena le 14 mars 26. Et il terminera le 12 avril 26 aussi à Bruxelles, au Forest National. Mais moi, je suis très heureux pour lui. Je savais que ça allait se retourner encore avec plus de succès quand il a eu cet incident. On l'a vu déjà sur précédents artistes, comme Johnny, sa tentative de suicide. Clo. Non, c'était Mike Brandt. Malade. Clo, quand il est tombé malade. Absolument, oui, quand il a fait son malaise sur scène en 70. C'est-à-dire que derrière, le public, mais même Mike Brandt, quand il a sauté la première fois par la fenêtre... Qu'est-ce qu'il y a eu, Mike Brandt? La première fois, il a sauté le 22 novembre 74. Il était chambre 508 à l'hôtel de la Paix à Genève. Et à un moment donné, il en avait marre de cette vie, il était chargé, enfin bref. Il a ouvert la fenêtre, il était avec son producteur, il a sauté. Il n'a pas sauté assez loin. Donc, c'est surtout que, donc il était au 5e, il a sauté. Seulement le 3e, il a été bloqué avec le 3e étage, accroché par la botte
Sa botte, il était en babouche, c'était fini. Le talon de la botte. Il sautait en babouche, c'était mort. Ouais. Le talon de la botte s'est pris dans le fer forgé du 3e étage. Donc il a été accroché par la jambe. Il a une fracture de la cheville, fracture ouverte de la cheville gauche. Donc il n'est pas tombé sur la voie publique, donc pas d'enquête de police. C'est uniquement resté dans l'hôtel de la paix. C'est une info d'aujourd'hui, ça? Non, ça date du 22 novembre 1974. D'accord. Merci. On a une. Il y a mon ami, c'est mon ami, je l'aime beaucoup, Sami Nasseri, qui a évoqué qui remonte la pente et qui est bien mon Sami, qui commence à bien tourner, je l'embrasse fort, qui est au casting de Mémoire à vie diffusé sur France 3. Il a évoqué ses gros problèmes d'addiction. Ah oui, gros problèmes d'addiction avec l'alcool surtout. Ça fait 10 ans qu'il ne boit plus une goutte d'alcool. Ça fait 2 ans et demi, il est parti en Russie. Il s'entoure exclusivement de personnes qui lui veulent du bien. Oui, c'est ça, parce qu'en France, il avait un vrai problème. On ne prenait plus au téléphone, il avait des problèmes avec ce métier, etc. Il est parti avec un copain qui lui a dit « Viens vivre en Russie ». Il est parti là-bas. D'un seul coup, il s'est refait une santé là-bas. Et puis surtout, une opinion des gens qui vous entourent, qui ne pensent pas forcément de vilaines choses, en tout cas par rapport aux faits divers dans lesquels il était au moment de sa carrière. Donc là, il va mieux. Donc là, je pense qu'il est sur la bonne voie aujourd'hui. Mais vous pensez, vous? Oui, mais je pense qu'il va revenir plus fort. D'accord. De toute façon, une dernière petite info, people. Vous voulez quoi? David Hallyday, le 4 octobre, tiens, dans Capitaine Marlowe. Ça, c'est génial. Le 4 octobre. Non, mais c'est fantastique, parce qu'on le connaît sur scène, c'est un bon chanteur. C'est un showman un peu comme son père. Et là, on va le découvrir dans Capitaine Marlowe. Il joue le rôle de Grégoire, un type qui vit en Bretagne avec un fait divers très compliqué. Mais en même temps, je pense que ça va bien fonctionner avec David. C'est surprenant en tout cas. Très bien. Vous nous donnerez une dernière petite info people dans un instant. D'accord. Pour le moment, on va revenir sur ce gros dossier. Ça s'est passé à quelques mètres d'ici. Tout le monde a parlé de ça. C'est le corps de cette étudiante retrouvée enterrée dans le bois de Boulogne. On est à 200 mètres d'ici. Michel, cette histoire est incroyable. C'est une histoire effectivement incroyable. Philippine, elle s'appelait Philippine, elle a 19 ans, étudiante en 3e année à la fac à Dauphine. Alors Dauphine, c'est une fac très très renommée, qui est juste à côté d'ailleurs. Et c'est vrai que... Oui, à la Muette, porte de la Muette, oui. Exactement. Et donc cette jeune fille, on était vendredi, à 14h, elle a déjeuné, c'est la dernière fois qu'on la voit au Crous, donc dans les locaux de la fac pour déjeuner, c'est une cantine. Et elle devait rejoindre ses parents qui habitent dans les Yvelines, à Montigny-le-Bretonneux. Et le problème, c'est que les parents ne l'ont jamais vue arriver, donc ils ont appelé à plusieurs reprises. Elle ne répondait plus aux appels. La sœur, dans la soirée, la sœur de Philippine va au commissariat du 16e arrondissement pour signaler la disparition qu'elle considère comme inquiétante de sa sœur. Bon, la police lui dit qu'elle est majeure, qu'il n'y a pas très longtemps qu'elle a disparu, que c'est peut-être pas très grave. Et du coup, la famille, dès le lendemain matin, va se mobiliser. Ils réussissent à réunir une 50aine de copains, à la fois des copains de la fac, de la famille, des frères et des sœurs. Et ils vont faire d'abord de la géolocalisation, c'est-à-dire qu'ils vont remonter le téléphone portable de Philippine. Et là, ils vont s'apercevoir que le téléphone borne toujours entre le bois de Boulogne et la fac Dauphine. En fait, on la retrouve à 100 mètres de sa fac. Et ils vont aller sur place, sur le terrain. Ils vont fouiller partout. Ils vont retrouver une partie du téléphone, la coque du téléphone. Et une dizaine de mètres un petit peu plus loin, derrière un monticule, un corps, un cadavre, malheureusement, à moitié enterré, je crois qu'il y a le bras dépassé. Et là, c'est la brigade criminelle qui a été saisie dans cette affaire. Et les investigations se poursuivent. Pour l'instant, il n'y a pas eu encore de garde à vue. Alors, des témoins ont rapporté aux enquêteurs avoir aperçu un homme brun d'environ 1m80, le visage dissimulé derrière un masque chirurgical et portant une pioche, se dirigeant vers le lac du bois de Boulogne. Alors moi, on me donne une info qui est un petit peu différente. D'abord, ce serait que le lendemain, et ce serait plus une pioche, mais un manche de pioche. D'accord, oui, bon. Bon, et on n'est pas du tout sûr que ce soit le même... c'est pas du béton. Oui. On n'est pas sûr. Ce qui est sûr, c'est que le corps a été retrouvé supplicié avec des c'est pas vrai non plus. Des sévices terribles. Donc voilà, il y a un grand mystère sur cette disparition soudaine en sortant de la fac, Cyril. C'est très très mystérieux, c'est très étrange. Pour le moment, il n'y a pas de piste privilégiée. Les blessures et les sévices sont absolument pas établis. D'ailleurs, ils ne savaient pas encore aujourd'hui l'origine, les causes de la mort. Ils ont ordonné une autopsie. Il semblerait que ce soit une asphyxie, mais elle ne porte a priori pas de traces de coups. Très bien. Alors,
c'est vrai que cette histoire est folle. Et on croyait avoir un suspect, mais finalement, on n'en a pas. Donc. On ne sait pas exactement. Et c'est vrai qu'il y a eu une autopsie hier. Pour le moment, on n'a pas encore tous les résultats, mais c'est terrible. Mais ça progresse. On a maintenant la révélation du jour. Et c'est vrai que c'est incroyable. Ça rebondit encore sur l'affaire Pellico, Amaury Bucco. C'est un truc de fou. Révélation peut-être sur d'anciens crimes de Dominique Pellico, le mari. Mais lui, vous vous rendez compte, c'est un truc de fou. Le mec, on avait l'impression que c'était le mari idéal. Et en fait, c'est un monstre. Alors on se demande si c'est pas un serial violeur, en fait. C'est ça. En fait, je vais vous parler d'abord d'une vieille affaire, mais qui n'est en fait pas si lointaine, justement. C'est le meurtre et le viol de Sophie Narme. C'était le 4 décembre 1991 à Paris. Sophie Narme n'avait que 23 ans. Ça faisait un mois qu'elle travaillait dans une agence immobilière. Et le 4 décembre 1991, ses parents sont inquiets. Elle n'est pas rentrée à la maison, c'est le soir. Et donc les parents appellent son patron, Daniel, et demandent à Daniel s'il a des informations. Alors son patron regarde l'agenda de la jeune femme et voit qu'elle avait un rendez-vous avec un certain monsieur Dubost un peu plus tôt dans la journée dans un appartement. Et le patron décide aussitôt de se rendre à cet appartement pour voir ce qui s'est passé. Et là, qu'est-ce qu'il trouve dans l'appartement ? Eh bien, Sophie, morte, étranglée avec la ceinture Chanel qu'elle portait ce jour-là et à moitié dénudée puisqu'elle a été violée, le tout avec une espèce d'odeur d'éther qui en fait aurait servi à endormir justement la pauvre Sophie. Alors il y a une longue enquête qui commence. La police, heureusement, retrouve des traces de sperme du violeur sur place. Ce fameux monsieur Dubos, ces traces de sperme sont très importantes puisqu'en fait son identité est fausse. Le numéro de téléphone qu'il avait laissé à l'agence était fausse. Donc c'est le seul élément qu'on a. Mais l'ennui, c'est qu'on est qu'en 1991, le fichier centralisé des ADN n'existe pas encore, donc on ne peut pas matcher avec d'autres affaires. Et surtout, là, la justice va commettre une énorme erreur, c'est qu'elle va perdre l'écouvillon avec le sperme du violeur. Donc c'est le seul élément tangible qui disparaît. Et donc cette affaire devient ce qu'on appelle un cold case, une affaire irrésolue, puisqu'on ne sait pas qui a tué et violé Sophie Narme. Mais 8 ans plus tard, donc là nous sommes en mai 1999, il y a une affaire très similaire qui va se produire. Pourquoi très similaire ? Parce que vous allez voir à la fois le profil de la victime, mais aussi la méthodologie utilisée. Là, la victime s'appelle Marion, elle a 19 ans, elle est encore plus jeune, et elle aussi travaille comme agent immobilière. Et un beau jour, elle est sollicitée par un potentiel client qui prend le nom de Monsieur Rigaud, qui est en fait là encore un faux nom, un nom de famille. Et durant la visite, elle aussi subit une très violente agression puisque le visiteur se jette sur elle, la ligote, la menace avec une lame et lui met de l'éther sur le visage pour l'endormir. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait ? Il se déshabille très tranquillement, il plie son pantalon et il commence à la tripoter. Sauf que Marion, là c'est vraiment incroyable, Marion en fait n'est pas endormie par l'éther, elle a fait semblant de s'endormir, elle a retenu sa respiration et donc elle est consciente de tout ce qui se passe et donc en fait elle attend le bon moment pour reprendre le dessus et prendre la fuite. Et c'est ce qui va se passer, en fait. Elle profite d'un moment pour défaire ses liens, frapper son agresseur et lui attraper les testicules, les broyer de toutes ses forces dans sa main. Lui hurle de douleur, évidemment. Et là, elle prend la fuite dans l'appartement. Elle va se réfugier dans un KGB qu'elle tourne à double tour. Et elle reste 4 heures dans ce KGB, le temps que son agresseur s'en aille et qu'elle puisse aller voir la police. Alors là, encore coup de bol, on trouve sur une chaussure de Marion, donc la deuxième victime, un ADN, l'ADN de son agresseur, mais on est toujours en 1999, il n'y a pas de fichier centralisé de l'ADN, et donc on ne peut pas faire matcher cet ADN. Et là, c'est encore une erreur de la justice. En 2010, 11 ans plus tard, il y a un premier match qui se fait. On vient d'interpeller un homme qui a le même ADN que l'agresseur de Marion. Il a filmé sous les jupes de femmes dans un supermarché, mais, erreur de la justice, le courrier qui devait justement dire à la justice qu'on avait retrouvé l'identité de cet homme, eh bien se perd et donc cet homme n'est pas mis en cause pour ces faits-là. Et donc il faut attendre 2020 pour qu'enfin la connexion se fasse véritablement. La justice à ce moment-là apprend le nom de l'agresseur de Marion, mais aussi potentiellement celui de Sophie. Cet homme, c'est Dominique Pellico, c'est son nom, celui qu'on va appeler évidemment monstre de Mazan. Et donc Dominique Pellico aujourd'hui est mis en examen pour ces 2 très anciennes affaires qui étaient irrésolues. Et si je vous en parle ce soir, Cyril, c'est parce que, en fait, il y a quelques semaines, c'est la sœur de Sophie Narme, la première victime, qui m'a contacté parce que j'étais passé ici sur TPMP. Fort. Et voilà ce qu'elle m'a dit. Je me permets de la citer. Avec plaisir, oui. Aujourd'hui, j'aimerais que la justice soit faite pour ma sœur et qu'on sache enfin la vérité. J'aimerais qu'on sache que Dominique Pellico n'a rien d'un monsieur tout-le-monde et qu'il avait déjà, peut-être, sévi bien avant. En fait, ce qu'elle sous-entend, c'est que Dominique Pellico est peut-être
un serial agresseur, un serial violeur. Et si on peut mettre sa photo, c'est très important parce qu'en accord avec justement les victimes et leurs avocats, je voudrais qu'on lance une espèce d'appel à témoins. Voilà, ça c'est la photo en fait de Dominique Pellicot dans les années 90. Incroyable. Et là je m'adresse aux téléspectateurs et téléspectatrices surtout. Si jamais vous avez déjà vu cette image, ce visage qui vous dit quelque chose et que vous avez déjà été agressé par cet homme, eh bien il faut impérativement aller voir la police pour apporter votre témoignage dans toute cette affaire.